Avant de lancer notre émission, un petit message concernant notre nouvelle page Tipeee. Et oui, Cinefuzz se lance dans le crowdfunding avec Tipeee. Et si vous voulez nous aider à améliorer nos émissions, Backcast, Cinefuzz et Tocoscope, rendez-vous sur la page Tipeee Cinefuzz. Des DVD, des goodies à gagner et des contenus exclusifs attendent nos futurs tipeurs. Bonne émission. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinefuzz. Nouvelle émission Zone Libre, c'est-à-dire qu'on va revenir sur l'actualité cinéma, série télé du moment. Ça faisait un petit moment parce que qu'on n'a pas pu tourner pour des raisons indépendantes de notre volonté, on va dire. C'est totalement qui nous échappe. Et qui nous échappe. Mais voilà, on reprend et voilà, on tourne 2 émissions, donc vous aurez 2 émissions dans le mois normalement. Tout va bien. Donc bonjour à vous les amis. Bonjour à toi Romain. Merci beaucoup. Merci. Voilà, dans cette bonne atmosphère, on va tout de suite. Déjà, est-ce que ça va? Je ne vous demande pas si ça va, donc voilà. Ça va, ok. Tranquille, ouais. Très bien. On va faire que des trucs légers aujourd'hui. Ambiance légère. C'est vrai, c'est ambiance. Oui, tout va bien. Film pour quoi, enfants, on va découvrir. Alors, on va se lancer direct dans le bas de l'actualité cinéma. Bon, l'actualité de plus de 2 semaines, parce que le temps qu'on voit les films, etc., et qu'on puisse se caler, c'était un peu plus compliqué. On va du coup revenir sur Gone Girl, puisque c'est un peu le gros film qui sort et qui est un peu l'événement en ce moment. Donc voilà, le nouveau film de David Fincher. Donc on parle pas mal depuis quelques temps, donc on vous prévient tout de suite, on va spoiler parce que voilà, ça fait 2 semaines qu'on l'a vu, donc je pense que la plupart des gens ont pu le voir, et si vous ne l'avez pas vu, zappez juste cette partie, vous verrez les autres films, et puis vous reviendrez sur la partie une fois qu'on aura terminé. Voilà. Donc Gone Girl, qu'est-ce que tu peux en dire, Fabien? C'est superbe, c'est carrément un des meilleurs films. Je voulais que tu présentes le film un peu. En fait, si les gens l'ont vu, c'est pas grave. Si les gens l'ont vu, de c'est toute pas façon, grave. si on va spoiler, c'est que les gens l'ont vu. Oui, voilà, c'est vrai. Voilà, vous savez tous que c'est l'histoire donc de Ben Affleck, qui joue donc le rôle de Nick Dunn, et du jour au lendemain, sa femme n'est plus là. Donc, bien sûr, on le soupçonne d'avoir tué sa femme. Il a toute l'opinion publique contre lui. Mais comme toujours chez David Fincher, les choses ne se passent pas forcément comme on pourrait l'attendre. Fait de faux semblants. Voilà, des adapté d'un. apparences et faux Ce que je voulais dire, c'est que c'était adapté d'un bouquin. Oui, de Gillian Flynn. Voilà, donc. Les apparences. Voilà, les apparences, donc qui a elle-même scénarisé le film. Et donc, effectivement, on retrouve Ben Affleck dans un premier rôle important d'un Fincher, c'est assez rare, parce que Ben Affleck, même si il est revenu avec la réalisation, il a quand même pas non plus fait beaucoup de films avec des grands auteurs, on va dire. Il a juste tourné Terrence Malick. C'est tout. Voilà. Mais il n'a pas compris. Moi, j'ai pas compris. Non, personne n'a pigé. Et sinon, on retrouve, comment elle s'appelle Rosamund Pike. Rosamund Pike, qui est, donc c'est un peu son premier grand rôle au cinéma, quand même. Enfin, parce qu'elle a eu des rôles, ça a été quand même Là, c'est quand même un rôle important, alors qu'elle n'avait jamais eu. Sachant que quand on l'avait quand même, je crois, il avait pensé à Nathalie Portman à la base. Il y a eu pas mal de stars, on va dire, confirmées. Ils avaient pensé aussi à Emily Blunt. Non mais de toute façon, Rosamund Pike, en fait, elle ne fait surtout que des films anglais, parce qu'elle est britannique, donc elle fait que des films british. Elle était surtout connue pour avoir fait la James Bond Girl dans Meurt un autre jour. Non mais c'est pas connu ça. Déjà. Si, quand même. Déjà les gens font qu'il elle couche avec Meurt un autre jour. Il faut que tu te rappelles de la deuxième James Bond Girl de ce film. Elle couche avec Pierce Brosnan dans un lit en D'accord, mais glace, c'est vraiment. Oui, je me rappelle. C'était une méchante. Une actrice qui déjà une manipulatrice. Voilà, une actrice qui sait elle sait qu'elle est belle et elle ne fait que des poses. Même dans les interviews, elle pose tout le temps. C'est très bizarre. C'est l'idée de la beauté froide. C'est l'idée froide par excellence. Elle était dans Jack Reacher aussi. C'est vrai. Elle était dans Jack Reacher. On voyait son décolleté. Non, Jack Reacher faisait un rôle un petit peu plus chaud quand même. Oui, et encore. Elle était moins distante, tu vois. Non, mais elle était tout le temps étonnée. La façon dont tu as dit Jack Reacher, on aurait dit Jack Richard. Jack Richard, la version ça me franchouillarde. fait peur parce que je suis pas fan de cette actrice parce qu'elle a plutôt tendance à surjouer, je trouve. Je la trouve extrêmement. Je la trouve jamais juste en fait. Et elle m'a beaucoup surprise dans le Fincher. Vraiment. Parce que honnêtement, je me dis, oulala, soit elle va va pas jouer du tout, soit elle va surjouer. Et là, elle était vraiment excellente. Quoi. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé du film, de son. Voilà, de ses révélations, de la deuxième partie. Je pense que c'est un film qui aurait pu être un thriller bateau si c'est pas Fincher qui l'avait fait. Honnêtement, je pense qu'on. T'as un téléfilm.
Bah, ça aurait pu être l'argument d'un téléfilm, en effet. Mais Fincher, il peut te transcender des sujets, quoi. Et ce sujet-là, je trouve qu'il en a fait un truc assez exceptionnel. Mais déjà, rien que tu vois le générique, tu dis, ok, le mec va me faire un truc de dingue, quoi. Le générique, encore une fois, très expérimental, où chaque plan ne dure que la durée des crédits. En fait, à chaque fois, on a le nom de l'acteur qui arrive en fondu et qui disparaît, et le plan dure à chaque fois le nom du crédit. Donc déjà, ça coupe visuellement, c'est assez perturbant. Un peu comme le film, et c'est vrai que ça t'annonce que le film sera au cordeau. C'est ça. Donc un montage très serré, et il n'y a pas de perte de temps. Non, tout à fait. Mais donc le film fait quand même 2h30, avec 3 actes très très bien structuré. Fincher, je crois qu'il sait plus faire des films de moins de 2 heures. Mais de toute façon, voilà, et puis même de toute manière, quand tu fais un film comme ça, d'après un roman qui s'est bien vendu, t'es obligé de vendre ça comme un film ultra prestigieux, avec un grand réal. Sinon les gens iront pas le voir. Donc voilà. Ou le film, enfin le roman ne sera pas vendu pour être au cinéma. Oui, voilà, ou ne connaîtra pas de deuxième souffle, parce qu'apparemment ça c'est quand même bien vendu. Non, enfin je veux dire, il sera pas... L'auteur souvent, il pose des conditions, et il dit je veux que ce soit un réalisateur de catégorie A, etc. Oui, bien sûr. En l'occurrence là, Gillian Flynn, elle pouvait pas me tomber, puisque Fincher c'est quand même le roi du thriller. Le top du top, le haut du panier, et c'est marrant parce que Fincher en ce moment quand même, il va de plus en plus dans cette optique d'adaptation de roman, le thriller littéraire, quoi. Plus forcément le thriller plus tordu ou le thriller social. Même si Gone Girl c'est un film social aussi, parce que ça pose des questions sur les apparences, sur la médiatisation, la victimisation aussi des femmes. Tous les films de Fincher sont sociaux, voilà. Avec une touche de genre bien prononcée. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce film-là, au-delà du simple thriller domestique. Oui, totalement. Mais alors, c'est assez drôle parce qu'il y a eu, comme souvent d'ailleurs avec Fincher, il a été qualifié à la fois de misogyne, le film. Il a polémique aux États-Unis. Il y a 2 polémiques aux États-Unis. La bite de Ben Affleck, on en trouve 3 images. Mais vraiment 3 images. J'ai même pas vu. Mais si, vite fait. Enfin, tu vois vite fait sa bite. Aux États-Unis, ils l'ont vu, quoi. Et ça, c'était important. Et on la voit 3 secondes, en fait. C'est vraiment 2 images. Neil Patrick Harris. Oui, mais non, justement, mais celle de Batman a un peu plus d'aura aux États-Unis. Oui, mais j'ai même pas vu. Si, parce que quand il rentre dans la douche, il se tourne à un moment donné et tu entrevois un bout de. J'ai plus vu sa poitrine. Ouais, exactement. J'étais plus sa poitrine ensanglantée. Non, mais c'est vrai que tu le vois, tu vois juste. Voilà. C'est pas lui que tu regardes. Alors, d'ailleurs, c'est un gros plan. C'est pas étonnant d'avoir un mec comme ça, un peu bodybuildé, tu sais. Il est vraiment carré, quoi, pour un monsieur tout le monde. Mais non, parce que c'est un monsieur tout le monde américain, donc c'est quand même perturbant. Et oui, et donc la deuxième partie, et la deuxième chose qui revient souvent, c'est ça serait la misogynie latente de David Fincher, qui voilà, qu'on évoquait déjà un peu dans Fight Club, qu'on évoquait déjà un peu dans j'allais dire dans Millennium, et qu'on disait Seven, c'est un peu pas, enfin qu'on a toujours évoqué comme ça, et là c'est un peu il y avait un mec qui m'a dit, j'avais écouté un podcast où c'était assez drôle ce qu'il disait. Il disait c'est un peu le cauchemar, le pire cauchemar masculin qui peut t'arriver, quoi. C'est-à-dire que, mais si, parce que ta femme disparaît, en fait c'est une vengeance féminine. Le film, oui, bien sûr. Mais moi justement je trouve que il est pas misogyne. Enfin je trouve que c'est encore une fois c'est un faux débat, mais c'est toujours les films les plus intéressants sont justement ces films qui jouent un peu sur l'ambiguïté, c'est-à-dire que heureusement qu'il y a le personnage de la sœur, ça provoque toujours mais oui, parce que cette fille c'est une tueuse pour n'importe quel mec. Tu te mets dans la situation de Ben Affleck, tu te dis putain, le cauchemar, quoi. C'est la femme qui se venge, c'est une saloperie. Oui, voilà. C'est une saloperie. Mais en même temps on touche la femme le moyenne, film est plus subtil que on touche le ménage. Purement et simplement, c'est le quotidien du ménage, avec les problèmes, comme là c'est la crise, c'est dit pleinement, voilà. C'est pour ça que ça va toucher vraiment tous les couples qui essayent d'acheter, qui essayent d'avoir un travail, qui essayent de vivre ensemble avec tous les problèmes. Et là, on jette vraiment la pierre, mais comme un gros pavé dans la tronche de la femme manipulatrice. Donc je comprends que ça puisse être décrié. Et encore... Bon, après, c'est écrit par une femme. C'est lui le mec moyen. Elle, c'est quand même une bourgeoise. Elle est super intelligente, elle a un QI de ouf. Oui, mais c'est avant tout une bourgeoise. Oui. C'est une bourgeoise qui est issue d'une famille qui s'est fait du fric avec des romans sur la jeunesse basés sur sa vie. Et le fait que ça soit elle en plus qui joue ça, parce qu'elle est parfaite dans le rôle de la bourge, justement, ça rend sa chute encore plus intéressante, parce qu'elle connaît quand même une dégringolade. Bien sûr. Lui, il reste plus ou moins à niveau.
Mais lui, il joue un peu l'abruti. Il joue oui, un peu, Le quoi, mec tu vois. simplé, il joue le simplé. Parce qu'on te dit C'est que ça qui est intéressant. le mec est censé être un auteur, sauf que tu vois jamais plus Non, un truc non, dans c'est du tout, tu bizarre vois. ça. Alors que elle, non plus, n'a pas fondamentalement de talent Si, mais en enfin, apparence. c'est un moment ce qu'elle dit sa sœur. Elle dit t'as épousé une psychopathe, quoi. Oui, voilà. Mais au-delà d'un psychopathe, elle a épousé quelqu'un avec un QI qui est très très élevé. Parce que Surtout une créatrice la vengeance, elle est quand même particulièrement. Tu vois. élaborée. Moi, il y a un truc, c'est vrai que quand je voyais la bande-annonce, c'est là où la bande-annonce était marrante d'ailleurs, c'est que cette histoire en gros, dans la révélation du bouquin, du journal intime, qui est un faux journal intime, c'est un truc que j'ai vu arriver tout de suite. Mais dès la bande-annonce, parce que c'est un fait, enfin, c'est une anecdote connue de la fille, elle a voulu tuer son mari, donc elle a créé un faux journal intime qui disait que son mari allait la tuer. T'as ça, mais depuis, je sais pas, il y avait ça dans plein de films, ou même dans des histoires de romans, enfin, c'est quasiment une légende urbaine pour moi. La bande-annonce, moi d'ailleurs, Donc je me disais, j'espère que c'est pas ça, quoi. Parce qu'on voyait le plan de mort de Mais c'est fait exprès. Rosamund Pike. Ouais, alors justement, je pense que c'est effectivement fait exprès, mais que ça me dit directement, bah en fait, elle est vivante. Parce que si on tombe dans la bande-annonce qu'elle est morte, connaissant Oui, mais tu crois que la plupart l'idée des gens du se disent thriller, ça. mais bien sûr que oui, connaissant Fincher, connaissant le trailer, enfin en tout cas, je pense que je suis la plupart des gens, je me dis que c'est sûr, il va pas nous dire directement dans la bande-annonce qu'elle est morte ou pas. C'est clair qu'il va jouer sur le faux semblant. Le film, au début, se base là-dessus. Est-ce qu'elle est morte ou pas? Donc on sait très bien qu'on l'a vu dans l'eau comme ça dans la bande-annonce, que ça va être un trip, que ça va être un rêve. Non mais c'est ce que je disais. Donc j'ai pourvu, enfin ça serait pas au niveau de Fincher en tout cas de faire cette histoire du journal intime le point pivot, le twist final ou un truc comme ça. Non, parce qu'il l'abandonne au bout Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, il te l'abandonne à la moitié et là c'est comme si un paquet de films auraient terminé leur film sur ce genre de choses. Et au moins 3-4 fois dans le film, je me disais, ça, un thriller normal, c'est la scène de fin. Ça, un thriller normal, c'est le twist final. 4-5 fois dans le film, tu dis, là, le mec, il termine, quoi. Là, c'est la grosse révélation. Et ce qui est génial, c'est que lui, il développe. C'est la moitié, en fait. Il fait des sortes de digressions qui, du coup, rendent le truc où tu dis, putain, en fait, j'ai jamais vu ça. Et c'est intéressant, notamment sur ce personnage féminin. Il n'y a pas beaucoup de serial killers féminins. Souvent, les figures de psychopathes, tu vois, c'est des figures masculines. C'est pas encore un serial killer. Enfin, non, pas. Non, pour moi, elle a la mi-catégorie, c'est-à-dire que c'est une manipulatrice. C'est une sorte de génie criminel, quoi, quand même. Comment dire, c'est que quelqu'un. Et qui utilise ses atouts féminins pour arriver à ses fins. Donc, c'est quand même assez. Elle tue de sang-froid. C'est quelqu'un qui développe une manipulation criminelle. Donc elle est du niveau d'un. Je pense qu'on est dans la psychopathie. Oui, je dis pas, c'est pas Hannibal Lecter, mais pour moi c'est quand même une figure qui y ressemble. C'est-à-dire que c'est une figure féminine qui utilise ces choses comme Hannibal manipule les gens de la même manière. Tu vois. Parce qu'elle les mange pas. C'est une sociopathe. Disons que dans la psychopathie, tu as cette idée d'absence d'empathie, tu vois, et que là, une femme qui revient comme ça avec son mari, elle a fait du tort à tout le monde, elle a tué quelqu'un. Et elle arrive à le regarder droit dans les yeux et dire « Mais viens te coucher avec moi, t'en fais pas, la vie elle est belle ensemble. » Voilà, je pense qu'à ce moment-là, il est arrivé que dans sa tête, et peut-être c'est à l'élaboration du plan, peut-être pas tout de suite, elle est arrivée à cacher en elle cette idée d'empathie. Donc c'est cette idée du bien ou du mal que les gens peuvent ressentir. Et je pense clairement qu'en ça, c'est une psychopathe et qu'à la fin, elle peut tuer à tout moment tant que c'est pour son bien. Parce que ça a marché. À la fin, c'est une figure, de manipulatrice maléfique, comme tu peux la voir chez un Hannibal Lecter et tout. C'est-à-dire que tu es à la fois subjugué par la puissance de ce qu'elle fait, par la subversion, et en même temps, elle fait flipper, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout ressenti le fait que c'était prévu qu'elle retourne chez lui. Pour moi, le film bascule quand elle se fait braquer. Ouais. Oui, et je me dis, la meuf, elle est dans une position où elle doit trouver un truc rapidos pour s'en sortir parce qu'elle a plus d'argent en fait. Et c'est là, c'est pour ça que je te dis que c'est pendant le film qu'elle devient psychopathe. C'est que pour se retourner, il faut qu'elle casse quelque chose en elle, tu vois. Et c'est quelqu'un qui le fait pour elle. Quelqu'un là, c'est comme si elle se faisait vraiment violer quand elle se fait voler. Et pourtant la scène elle est pas si violente que ça. Il lui pique comme ça, on a l'impression que c'est un sous-vêtement qu'il enlève. Ça reste violent, mais c'est pas comme si elle était tabassée à mort ou violée, et puis mise dans un coin dans l'ombre, etc. Et on se barrait. Non, mais vu que tu sais que c'est tout ce qui reste à ce personnage-là, tu sais qu'elle va être à la rue, donc elle va. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que dans son plan, son idée c'est de mourir à la fin. Oui, c'est ça. C'est qu'elle veut survivre jusqu'à la mort. Donc elle s'est dit voilà, je vais avoir cet argent-là pour mourir à la fin quand ça sera épuisé.
Et que là, en fait, on contrecarre son plan. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je vais essayer de survivre encore plus. Je vais essayer de revenir devant les caméras, etc. Donc je pense qu'il se passe un truc qui fait que comme ça a cassé son plan, il a fallu qu'elle se réfugie quelque part et elle va se réfugier dans une absence d'empathie totale, quoi. Elle va devenir un monstre et elle va l'assumer pleinement. Oui, non, mais elle improvise aussi, c'est ça, il y a cette idée-là, quoi. Mais même à la fin, on sait pas trop, même si Ben Affleck, on sait pas si Ben Affleck va rester avec elle pour de vrai ou si Si le mec est il foutu, y aura toujours l'envie de la tuer, etc. D'où l'idée de revenir à la boucle de fin et tout. Voilà, Et pourquoi c'est un grand film ? Et donc je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est parce que le parti pris de la narration, et c'est un petit peu comme un Psychose à l'époque, est complètement hallucinant. C'est-à-dire que tu as une narration qui part en voix off avec le journal intime, et d'un coup, tac, il y a une scission, tu as une double narration, donc de son côté à lui et de son côté à elle, et après, ça revient. C'est quelque chose qui... j'ai jamais vu, ça, vraiment, j'ai jamais vu, et c'est extrêmement fluide. J'ai pas vu de temps mort, j'ai pas... Peut-être ressenti un peu de longueur quand même, mais le rapport avec le spectateur et les personnages, il est vraiment, vraiment étonnant. Le film est assez éprouvant, enfin, je trouve, surtout dans la première partie. Parce que tu sens. Non, mais c'est toujours compliqué de voir une personne se faire injustement. Être injustement pris à partie pendant tout un film. C'est toujours le truc le plus. Parce que tu attends toujours le moment où. Tu sais, les gens vont enfin comprendre que. Et parfois, et d'ailleurs, et c'est dans tout ce genre de film-là, parfois les mecs ont des réactions pas possibles. C'est-à-dire que c'est totalement exagéré. Il n'y a pas un mec qui est subtil et qui dit attendez, les mecs, là, vous en faites peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop évident, à part la flic. Mais qui est justement mis de côté et qu'on voit pas pendant justement 30 minutes pour qu'on soit avec Ben Affleck ou qu'on se dise putain le pauvre il va crever et il va se faire, tu vois. Mais là où c'est intéressant, c'est effectivement Fincher fait une sorte de... Moi ça m'a beaucoup fait penser à The Game, je sais pas pourquoi. Parce que... Enfin si, je sais pourquoi. Moi je l'ai vu arriver bien sûr parce que c'est un exercice de manipulation orchestré par un proche, et moi par contre ça je l'ai vu arriver. Oui, je me suis dit, ok, en fait, tu vas te rendre compte que c'est la fille qui organise, moi aussi, qui organise tout. Elle va créer sa propre fiction avec son mari, en fait. Ça, je l'avais vu arriver aussi. Et moi, j'ai cru qu'elle allait faire avec lui. C'est-à-dire que tout ça, c'était organisé ensemble. Oui, que lui était dans le coup. Ouais. J'ai vu arriver, ce que j'ai pas vu arriver, c'est au moment où ça capote, quoi. Mais par contre, ce qui est génial, moi, ça m'a fait beaucoup penser à The Game parce qu'il y a cette idée de manipulation et que le film est une manipulation en soi et qu'on joue sur les apparences pendant tout le film. C'est-à-dire que le premier plan du film, dès le début, on joue 2 fois sur les apparences. J'ai envie de tuer ma femme ou non, j'ai juste envie de savoir qui elle est, et on joue là-dessus. Et aussi parce que The Game était très très Hitchcockien. Mais prenez l'histoire d'un inconnu qui est pris dans un engrenage à la Hitchcockien. Et là, on part sur une autre idée Hitchcockienne qui est autre chose, mais pareil avec la manipulation, mais qui est le couple, qui est un autre des thèmes Hitchcockiens forts, qui est le couple, mais modernisé, quoi. Donc c'est intéressant de voir. Pour moi, ce film m'a beaucoup fait penser à ça. Je me dis, on dirait Fincher, un The Game mature, en fait, avec une autre thématique. Ce qui est intéressant, c'est que le film débute et finit par le même plan, et sauf que quand tu vois le film, le même plan n'a plus du tout la même signification. C'est le même plan. Oui, c'est ça. Oui. Et du coup, si tu te souviens de ce qu'il dit au début en off, j'aimerais éclater le cerveau. Tu dis, ok, en fait, le mec le dit parce qu'il le pense. Qu'il le pense dans le présent à la fin du film. Ouais. Mais ça, même au début, il dit j'aimerais éclater le cerveau pour savoir ce qu'elle pense. Et là, tu te dis ah oui, donc est-ce que c'est un. Et du coup, tu sais tout de suite que t'es dans un jeu. C'est ça, c'est The Game, quoi. On part sur cette idée-là. Et d'où le côté très Hitchcockien. Mais ce qui est génial, c'est que là où De Palma, où tous les réalisateurs ont voulu faire du Hitchcockien, et notamment la scène de meurtre, tu vois, par exemple de Neil Patrick Harris, c'est toujours très très maniéré. Et chez lui, il y a une espèce il devient très rigoureux au fur et à mesure, depuis Zodiac, quoi, et c'est très très étrange, quoi, parce que tu peux pas vraiment retourner et dire il y a ce plan là qui est incroyable. C'est tout très très cadré, très et du coup donne un aspect très étrange au film, quoi. C'est à dire que s'il y a la musique qui effectivement change quelque chose, la musique de Atticus Ross est très très et surtout le sound design de Ren Klyce, qui te plonge dans une atmosphère extrêmement particulière quand même, qui guide même les scènes. C'est ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très posé, quoi. C'est-à-dire que là où dans The Game et tout, il développait beaucoup plus, il y avait beaucoup plus d'artifices, il enlève des artifices. Parce que ce que tu dis sur le générique, c'est vrai, mais c'est juste raccourcir un tout petit peu des plans. Mais sinon, c'est des putains de plans. Ce qui est incroyable depuis Millennium et même depuis Zodiac. C'est Zodiac, en fait. Il y a incroyablement d'insert. Moi, quand je voyais le film, je me disais, putain, ça doit être super chiant de faire ce film-là.
ça doit être horrible pour les acteurs. Parce qu'il y a, mais parfois en 10 minutes, tu as genre 10 gros plans. T'as des plans, mais des plans chiants où elle regarde son bouquin, elle signe des trucs, elle fait ça, elle fait ça. Et parfois, tu sens la mise en place de lumière pour un putain de plan serré. Tu te dis, mais waouh, enfin. Le chat. Ouais, non, mais. Je vous parle d'inserts. En fait, les inserts sont les Les plans les plus complexes à faire avec les plans très larges en termes de lumière. Parce qu'un insert, c'est très proche de toi. Si c'est trop cramé, c'est moche. Si c'est pas assez éclairé, c'est moche aussi, on voit pas bien. C'est vraiment les plus compliqués à faire. Et ceux qui, dans un tournage, en termes de temporalité, sont galères parce que il faut se concentrer toute une équipe sur un seul petit plan. Donc des fois, il faut faire attendre les acteurs, etc. C'est assez Oui, souvent, c'est des doublures. Enfin, par exemple, les mains, ça arrive souvent que c'est des doublures. Pas là, dans ce film, parce que c'est sur les yeux, sur la bouche. Il y a aussi beaucoup sur les mains. Tu sais, quand elle signe des trucs, quand elle fait des trucs, etc. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Je pense, connaissant Fincher... Alors bien sûr, il y a des enjeux. Je pense que c'est elle, ouais. Parce que c'est Fincher, mais normalement c'est des doublures quoi. Les mecs ils se font même pas chier. C'est une généralement. deuxième équipe et des doublures. Enfin voilà, c'est les plans les plus chiants à faire. Et le problème c'est que parfois il y a certaines séquences du film qui ne tiennent que sur ça, comme Millennium. Moi ça m'a beaucoup fait penser à la fin de Millennium où elle fait toute une stratégie pour arriver à ses fins aussi. Ça m'a fait penser à la même chose. Je me suis dit c'est marrant que les deux derniers films sont avec deux femmes très intelligentes qui manipulent comme ça et qui ont le même système de travail, c'est-à-dire une sorte de rigour, de détails très complexes, pour des plans tellement complexes que tu comprends pas. Quand tu vois le plan, il y a des moments où tu fais ok, bon, je la laisse finir, quoi. Et puis je vois ce qu'elle veut dire. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et ça d'ailleurs, c'est très révélateur de Fincher parce qu'il l'est comme ça. On sait qu'il est rigoureux à ce point-là, au détail près. Quand tu regardes la fille de The Game, la fille de Fight Club, bien sûr de Millennium, ou alors là de Baby Gone. Non, Gone Girl. Baby Gone. Ouais. À chaque fois, je l'appelle Baby Gone, c'est un truc. Le lapsus. C'est formidable. C'est magnifique. Et en fait, c'est à chaque fois une femme qui est beaucoup plus torturée que l'homme. L'homme est pris dans un engrenage, mais c'est la femme qui est tiraillée à chaque fois. Oui, c'est vrai qu'elle doit faire un choix un peu comme Ripley dans Rien de temps. Non, mais enfin, moi je trouve pas que ce soit un misogyne, Fincher. Non, au contraire. Non, je dis que c'est. Mais de toute façon, dans tous ces genres de films-là, il y a une ambiguïté. Oui. Bien sûr. Si, Hitchcock était misogyne, ça tu peux pas dire. Mais tous les autres qui ont travaillé ce genre de film-là. Et moi, au contraire, je pense que justement le film il est écrit par une femme et que justement elle développe l'idée de créer justement un contre-champ de tout ce qu'on a pu faire dans ce genre de thriller d'habitude. Oui, quoi. parce que c'est pas quand même justement la femme enlevée qui est prise en otage contre son gré. On te parle de quelqu'un qui est quand même au-dessus de la moyenne en termes de raisonnement, quoi. Et c'est aussi encore pire, c'est une femme qui lutte contre la déperdition de son couple. Ça va même encore plus loin. Et c'est quand même dur, quoi. Qui lutte contre l'image positive qu'on doit donner du couple. C'est-à-dire que on va voir la rencontre qui est limite du fantasme. On aimerait tous avoir cette rencontre amoureuse, intellectuellement parlant, le sucre, physiquement parlant. Ouais, mais tout. Après, d'un point de vue charnel, quand ils font l'amour, tout est assez magnifique. On commence par un cunilingus, etc. Voilà, on est dans le trip du mec. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est super important parce que tu vois une femme qui est quand même ouverte à pas mal de tripes masculins quand même, et qui à la fin va quand même te dire j'ai accepté beaucoup de choses pour paraître. Il y a des fois où j'ai pris plaisir vraiment, mais voilà, je lui ai accepté beaucoup trop de choses. Et au final, est-ce que c'est pas une femme qui a été rongée par ce qu'on attend d'elle de la société et qui est une fois dans le foyer, en plus enfermée dans la ville natale du bonhomme, une fois dans le foyer, dans le ménage, elle se sent pas confinée. Et je pense que ça doit parler à beaucoup de femmes, mais vraiment. Et j'aimerais bien d'ailleurs en parler à certaines pour voir qu'est-ce qu'elles ont ressenti. Non mais c'est super important. Nous avons fait un reportage pour vous. Non mais sont allés dans la rue. Parce que je pense que la vie des femmes et des hommes sur ce film peut être vraiment différent et partir même sur du clash. Parce que voilà, le ressenti est complètement assez différent. Ce qui est marrant avec ce personnage-là, c'est qu'elle doit non seulement lutter contre une espèce de pression sociale, mais aussi montrer qu'elle n'est pas le personnage qui est décrit dans les bouquins de ses parents. Oui. Parce que sinon, elle est déjà fictionnée dans l'histoire, en fait. Parce qu'elle a un avatar de BD. Ouais, qui prend toujours une longueur d'avance sur elle. Voilà, la fameuse Amazing Amy qui revient tout le temps, cette espèce de truc qui lui pourrit la vie, cette espèce de petite fille comme ça. Donc, ce que je trouve ça intéressant, c'est aussi le fait qu'elle soit complètement
soumise à l'autorité parentale, mais qui n'est jamais dite de manière frontale, c'est-à-dire, bon, en gros, on a créé un personnage qui te ressemble, mais c'est grâce à nous que t'as que cette vie-là, mais on va jamais t'engueuler, on va jamais te foutre la pression, mais en gros, quand elles te disent, ouais, il faut que je prélève $1 million pour, je sais plus ce qu'elle doit faire à un moment donné. Oui, pour leur donner, parce que leur société bat de Et l'aile. c'est vrai qu'effectivement, on est dans un monde de crise parce que on te dit, voilà, il faut que je prélève ça pour payer ce mec. À un moment donné, ils doivent payer l'avocat. Ouais, il faut que je paye $100 millions. Et la soeur, elle fait, non, mais je vais prélever 40 000 plus les machins, on va hypothéquer la maison. Tu te dis, putain, mais c'est dingue. On vit dans un monde où le fric part de manière comme ça, quoi. Et puis là, ils perdent leur boulot tous les deux en même temps. Oui, Enfin, mais c'est vraiment la chute, quoi. Ok, bon. C'est pour ça que le film n'est pas que un film de genre, en fait. Ah non, pas du tout. C'est ça qui est génial. Mais tous les Fincher, tu prendras Fight Club, qui est un pur effet de style, ça te parle de la société viscéralement. Bien sûr. On va du coup enchaîner sur parce que Grand Fincher, film, on va très grand revenir film. sur lui la prochaine fois. Ah voilà, vous Donc savez que voilà, donc on reviendra pas sur Gun Girl, on reviendra sur ses autres films. ça filme. Donc du coup, on va enchaîner sur d'autres petits films qui sont sortis récemment. On voulait parler de Dracula Untold et Horns. On commence par Horns, les cornes avant les dents. Tu ne sais pas pourquoi. Donc Horns, Oui, Film qui d'accord. pointe. film d'Alexandre Aja qui avait fait Piranha, Haute Tension, Mirrors, La colline à des yeux. La colline à des yeux surtout. Donc un réalisateur français qui avait fait qui s'est exporté aux États-Unis, qui a très bien réussi. Furia aussi, son Ça- vrai ça- film oui, Furia, Furia. tout le monde a oublié. Mais qui est sa main. Ouais. Et donc voilà. Et donc c'est donc un des grands réalisateurs d'horreur, je trouve, récents, qui est un des mecs qui ose en tout cas, qui a fait des films vraiment gore, etc., qui était vraiment en tête de ces nouveaux films dans les années 2000 d'horreur assez gore, etc. On sait depuis quelques temps il voulait faire un film qui s'appelait Cobra, qui était l'adaptation évidemment de l'animé Cobra. Mais Et il c'est avait un- acheté les droits, si je me souviens bien. En tout cas, on sait que c'est une de Ah, il faut mais faire le film. voilà, il a toujours pas réussi il fait que des remakes, mais c'est pas vraiment par volonté, c'est parce que il essaye de pouvoir vendre et faire des projets plus ambitieux. Et donc Quand là, il fait le remake de La colline à des yeux, c'est sous l'égide de Wes Craven, non. Ouais, bien sûr, mais Donc le gars, on lui dit tu fais le remake de La colline à des yeux, il était en kiff. Hein. Ah bah oui, oui. bien sûr qu'il était en c'était kiff, un- mais après Et les ça se Mirrors voit, d'ailleurs. Mirrors et Piranha sont des films qu'il a fait en disant je prends parce qu'on me donne l'argent pour faire ces remakes, mais je vais faire autre chose et je vais prouver que je peux faire autre chose. Mais je pense que c'est quelqu'un qui en avait marre, donc ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un film avec un matériel qui n'était pas du remake. Alors on va dire, est-ce que c'est pas vraiment du remake, mais c'est un peu du remake c'est l'adaptation d'un de tous bouquin. les années 80 aussi, quoi, en fait, au final. Et c'est l'adaptation d'un bouquin de Joe Hill, donc, qui s'appelle Horns. Joe Hill, c'est le fils de Stephen King, qui est aussi écrivain, du coup, et qui a aussi scénarisé des bandes dessinées, notamment Lock and Key, qui est un comics qui est très bien, d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une réputation, c'est pas que un fils d'eux, qui a aussi fait des choses intéressantes. Évidemment, par rapport à l'ombre de son père, c'est quelque Donc, en fait, chose, quoi. Le réalisateur nous dit que c'est un film d'un fils d'eux qui adapte le bouquin d'un fils d'eux. C'est vrai. Oui, parce qu'Alexandre Aja est le fils d'Alexandre Arcadi, donc qui est le réalisateur du Grand Pardon, Oui, notamment. 1 et 2, notamment. Mais voilà, et donc on sent que quand il adapte ce bouquin, il se dit je vais faire quelque chose, je vais essayer de me démarquer, de faire un film plus populaire, parce que même si on est dans du film fantastique, on n'est pas vraiment dans du film d'horreur. Et je vais essayer de faire un succès aussi. Donc l'idée, on sent que c'est quand même de faire un film qui peut ramasser un peu, qui peut faire venir plus de monde que clairement. Surtout en capitalisant sur. Et en plus en prenant le petit Potter. Voilà, Harry Potter, Daniel Oui, Radcliffe. il reste dans l'idée du horror teenage Voilà, movie. Quoi. c'est ça. Et de lui faire jouer ce qu'il disait, un personnage un peu aux antipodes de son personnage d'Harry Potter, c'est-à-dire un personnage donc, qui va donc des cornes vont lui pousser sur la tête après qu'il ait été accusé à tort d'avoir tué sa copine qui est Juno Temple. Voilà. Et donc Enfin, c'est surtout qu'il a pissé sur la Vierge Marie. En fait. C'est surtout ça. Ça, il faut jamais faire ça. Bah, faut si tu veux pas de cornes, il faut pas faire. Non, il fracasse la Vierge Marie et il pisse sur les cierges. Ouais. C'est vrai. Et voilà. Et donc, il va lui pousser des cornes, et ces cornes vont lui donner des pouvoirs, en fait. Les pouvoirs de faire dire la vérité aux gens. Les gens disent leur vérité les plus secrètes à Harry Potter. Donc, du coup, c'est le bordel dans la ville. Et lui, il dit je vais en profiter pour trouver qui a tué
qui a tué La fille. la fille. C'est un peu compliqué parce que pour être honnête, le film est assez bordélique en termes de scénario. C'est-à-dire que vous avez des flashbacks qui durent 20 minutes sur leur enfance, où là on sent qu'Alexandre Aja il s'est dit je vais faire du Stand By Me. Ouais, ambiance Stand Et- By Me, Super 8. Voilà, et donc tu sens l'influence Stephen Tourage. King pendant tout le film. Et le problème, encore une fois, c'est quand tu as quand tu as des gens qui copient, des gens qui copient, des gens qui copient des gens, à la fin, tu as une enveloppe toute vide, en fait. Un glooby blouga. Et c'est dommage parce que visuellement, le film est pas mal. Alors moi, je vous laisse parler après. Moi, je trouvais que la première demi-heure était vraiment agréable. Et j'ai trouvé ça... J'étais content, je me disais, ah c'est agréable, ça change, c'est pas mal, et c'est fun, c'est un peu gamin, mais c'est un peu gamin, tu vois, ado, Bon un peu, enfant. ouais, ado rebelle, un peu potache, avec de l'humour potache, tout, je trouvais ça cool. Et puis, ça c'est la première partie, et puis effectivement après on commence à avoir des flashbacks à répétition qui sont beaucoup trop longs. Le tueur, tu le vois arriver, mais au tout début du film, quoi. C'est-à-dire que tu dis, mais là, la tête du tueur, c'est soit lui, c'est lui, bon, ok. Là, sachant que t'as que 4 ou 5 Ouais, voilà, personnages ça, autour il y a de 5 lui, mecs dans la donc, ville, bon bon. voilà, et qui voulaient tous coucher avec Juno Temple parce qu'il n'y a personne d'autre apparemment dans cette ville. Mais même par exemple la révélation à la fin de Juno Temple. Et après, c'est un film qui, au fur et à mesure, est très décevant, malgré sa réal, etc. Et on se demande si Alexandre Aja a eu soit les coups des franges pour faire le film, soit c'est totalement. Soit, à mon avis, a essayé de dire je vais se faire un film plus subtil en dessous. Mais qui n'est pas arrivé. C'est-à-dire que notamment la fin, par exemple, est très manichéenne, Oui, et puis t'as des envolées gore des fois. où il veut absolument finir. Oui, mais tu sens que ça, c'est lui qui a envie, quoi. Moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que le diable, donc, qui est censé se transformer en diable, tu te dis, le mec, il lui fait une belle gueule, hein, parce que dans les dessins de couverture du livre, c'est plutôt des cornes, tu sais, plus à la Belzébuth, mais vraiment plutôt classique, quoi. Et là, il t'a fait vraiment des trucs assez clash, je trouve, un peu. Comme des béliers. comme Ouais, des ouais, béliers, c'est vachement plus intéressant. Visuellement, le film se tient la route de toute façon. Mais c'est juste que quand il commence à se venger, c'est juste la vengeance la plus pourrie de tous les temps, quoi. C'est-à-dire que pour un mec qui est le diable, tu connais quand même l'histoire du diable, tu dis qu'il fait quand même des trucs pas bien, hein, quoi. Tu vois, il fait manger des choses, enfin, tu vois, il te fait manger ton foie, il te fait des trucs horribles, et tu attends à des choses, tu dis, ah, quand il va se venger, et genre, le tueur, tu dis, bon, franchement, il a bien fait de la tuer, parce que même sa mort, je trouve, elle est vraiment légère, quoi. Et tout le film, au fur et à mesure, est comme ça, c'est-à-dire que on sent des compromis pour pas aller dans le film interdit au moins de 16, en gros, on reste c'est du PG-13, je sais pas. Ah non, c'est du. C'est du NC-17 Oui, c'est Ouais, du... bah, non, c'est du R là. Je crois C'est que du R, bah, c'est du R. Oui, c'est vrai, t'as raison. Sauf que chez nous, c'est du interdit au moins de 12 ans. Voilà, c'est du interdit. Pour Ouais, nous, c'est c'est du très, R, très c'est du R. édulcoré, quoi. Et puis la fin qui est super. Qui dit, où tu sens que les mecs ils ont dit non, mais il nous faut un happy end, quoi. Et lui, tu sens que derrière, il veut dire que c'est pas un happy end, mais tu sens qu'il y a trop de compromis, trop de mal qui est fait pour. Voilà, pour admettre que je pense que c'est son plus mauvais film, en fait, quoi. Hélas. Et alors que j'aime bien déjà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, je me suis profondément ennuyé devant ce film. Passer la première demi-heure, je trouve Ouais, c'est ça, qu'on c'est se le- fait chier. Mais la première demi-heure t'offre un kiff Oui, réel, c'est-à-dire que le concept est bon, les acteurs sont sympas et la lumière effectivement elle est belle. enfin, visuellement, c'est très très beau. Il y a des plans séquences au début qui ouvrent le film et tout ça. Je vois pas. Enfin, j'aime pas trop quand les acteurs se forcent pour casser leur image. Et je trouve que Daniel Radcliffe il joue un rôle d'un mec qui fume, qui se drogue, qui a des cernes tout le temps, qui est con. Et je me dis, bon, au bout d'un moment, ton personnage, il faut quand même qu'il ait quelques qualités. Sauf que c'est vraiment un gros débile, ce perso, et il a aucun discernement parce qu'il fait que des plantages dans ce film. Il s'attaque aux mauvaises personnes. Le mec, à un moment donné, il fait vivre à son frère une espèce d'enfer C'est insupportable. sous psychotrope, qui est une séquence assez bien foutue d'ailleurs. Oui, mais qui, c'est juste, mais tu qui sais pas prouve- pourquoi, d'où ça vient, quoi, en qui fait. prouve, voilà, à un moment donné, il s'acharne sur une. Sur une il- serveuse de est-ce qu'il diner a qui tué est son juste- frère ou pas, et Oui, voilà. il fait rien. En fait, il ne se venge pas, en fait. Non, finalement. il se venge Non, pas. tout est Et, désamorcé et- très vite. et- C'est ça, c'est et- et à un désamorcé, moment donné, ouais. il s'acharne sur une serveuse de diner qui est juste une colporteuse, mais qui est pas une tueuse, c'est juste une conne. Et bon, la meuf lui Et envoie. c'est celle quand chie le plus. Hein. Il Ouais. envoie, il envoie C'est 15 serpents Ouais. pour la bouffer. Ouais, il y a ça. Il la bouffe, hein, je crois. au final. Les flashbacks. Si, elle meurt, non, elle. Ah bah Non, si, c'est si. pas. Bah, C'est- elle c'est- est censée c'est- mourir quand même. Elle se Ouais, fait quand même voilà. becter par 5 ou 6 serpents. Ouais, mais ouais. ça se trouve, elle a juste. Des morsures. Elle aura juste des morsures. Hein. Ah non, effectivement. On la parce voit qu'il- pas mourir. Il lui dit comme ça ton visage il sera plus Oui, aussi c'est beau. ça. Oui, enfin, Donc, elle ouais, est déformée. donc, quoi, voilà. En voilà, fait, il ne fait rien de. De méchant. Le pire truc, c'est pour moi, intrinsèquement. le truc où j'ai fait non, mais là, vous êtes vraiment. C'est-à-dire que il y a deux flics qui le pourchassent et il leur fait révéler qu'ils sont gays, qu'ils doivent coucher ensemble. Mm. Et tu fais.
ok, donc tu dis, ça tu l'as vu, tu dis, ok, les flics homosexuels refoulés, ça a été fait 500 milliards de fois. Tu grattes sur ton temps de parole là. Hein. Ouais. Ah, bah, mais je te laisserai plus de temps de parole pour Dracula. Parce que c'est Il parle plus- d'homosexualité. Non, parce que justement, j'allais aborder ça. Ah oui. Le mec Non, qui ouais, te disent bah, dans le film que le péché de ces deux mecs, c'est Voilà, d'être gay. exact. C'est ça, exact. Mais à la toute fin, Merci, à la le mec, toute- je voilà, vais pas exact. le Et à la toute fin, Alexandra, tu sens qu'Alexandra Aja, tu dis que ça a été rattrapé au dernier moment, ça. Il dit, bon, mais même si c'est pas votre péché, allez profiter. Et tu fais, mais Non, mais depuis il va le se début, réfugier tu dans dis la que c'est leur vérité, péché. en fait. Parce que il leur dit à un moment donné, vous ne devriez pas avoir honte, allez-y. Sauf que tout est traité de manière à ce que ça soit un péché. Et c'est là où tu dis, bah non, les mecs, c'est un péché, c'est pas un péché, évidemment. Et tu sens que c'est du cliché et de l'archétype de films que tu as vu ou de livres que tu as vu des centaines de fois, mais qui marche sur des œufs parce que il se rend bien compte que c'est une belle connerie en fait. Bon, alors attends, il dit pas non plus clairement que c'est un péché. On peut le prendre facilement Non, comme il ça. dit justement, à un moment, il dit clairement, ce n'est pas un péché. Il leur dit, ce Oui, n'est oui. pas un péché, Non, non, allez-y. mais Tu vois, c'est juste que c'est vu comme tel. Mais c'est traité comme si c'était un péché, une humiliation. Voilà. C'est là où ça, pour moi, ça me pose un problème. Les deux mecs sont caricaturaux, genre Voilà. ah, je vais Ah te oui, défoncer, mais- je vais oui. te machin. C'est Ah, traité c'est comme une n'importe humiliation, quoi. mais C'est entre n'importe guillemets, quoi. il leur dit, mais c'est pas un péché. Mais tu dis, ouais, mais tu traites le truc comme une humiliation Mais depuis c'est le ça. début. Surtout Donc, que voilà. C'est le C'est un seul peu- mec qui se fait défoncer la gueule, c'est quand même un gay. Le mec se fait exploser la tête à coups de Oui, fusil à à la pompe, fin. quoi. Et tu dis, Oui, mais ça. non, mais je crois pas que c'est des trucs, tu dis, bon, c'est pas possible. Et je suis un autre truc, je suis désolé. Non, Si, les si, gays ne peuvent si- pas se faire défoncer la si gueule. si tu prends une actrice pour jouer la blancheur virginale, tu ne prends pas Juno Temple qui est à poil dans tous ses films. Et là aussi, il y a quand même une scène où elle se fait prendre quand même dans une cabane par Daniel Radcliffe, quoi. C'est Oui. super choupi. Hein. Oui, c'est choupi, mais tu ne prends pas l'archétype de mais c'est là où tu la dis- hippie. Il joue un contemporaine. rebelle, non, il joue un hippie des années 70, quoi. Pardon. Apparemment, il y a le syndrome, je mets toute la musique que j'aime, quoi. Oui, Genre, voilà. il met, Mec, il met du Bowie, enfin, le mec, Ah, il c'est un s'éclate, fan hein. de. Ouais. C'est classe, hein, c'est classe. Moi, je dis, j'aime beaucoup. Visuellement, j'aime beaucoup. Ah, le package du film. est très- mais encore une fois, mais bon, tout ça est très refait et refait, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans de l'hommage Oui, voilà. presque. Tu, Ouais. tu parlais des flashbacks. Jamais les flashbacks n'ont un impact sur le récit. Ah non. C'est juste de l'illustration. Si, on sait que c'est qui le tueur direct quand on voit le flashback. Oui, sauf que Tu regardes, ok. les bon, scènes c'est dans lui. l'église avec la petite fille, l'histoire de la croix, pas de problème. Mais quand on fait toute cette grosse scène où tu le vois, il monte sur l'espèce de toboggan et qui se balance dans l'eau et que son pote vient le Si, sauver. si, tout ça intéressant, et c'est d'ailleurs ce qui te Si, révèle c'est beaucoup de justement, choses. c'est la faute de Voilà. base, C'est exactement, ce qui te c'est la révèle faute de base qui tout. a fait tout. Non, en mais fait. par contre, toutes les séquences Mais de bon. flashback avec la fille sont inutiles. Ou du moins, ils apportent pas grand chose au récit. Mais de toute façon, c'est ça qui est exactement ça, c'est que tout est désamorcé. Même la fille, quand on t'explique en fait la fille est peut-être un peu différente, dans le sens où on spoil un peu. Hein. Ouais. Elle l'aurait trompé, etc. Elle le voulait pas. Je me suis dit, ah c'est pas mal, en fait c'est intéressant. Le mec il va jouer avec parce que voilà, je me suis dit c'est le côté ado, le mec il va jouer avec son rejet quoi. Et non, et puis à la fin je me dis, mais je suis sûr que non. Je suis sûr qu'en fait elle devait être malade parce que je me suis rappelé que la maman elle avait un cancer et qu'elle était morte Ouais, au mais début. c'est bon. Et j'ai quoi. Je suis sûr qu'ils vont me faire le coup. Et le coup de la lettre, t'es là, tu fais non, mais les mecs, ça sérieusement. prend des Alors, facilités, et- mais bon, déconcertantes. Le coup du effectivement. cancer héréditaire, là, j'ai fait. Ah ouais, bravo, le cancer héréditaire, bravo les mecs. Et la lettre en sténo, là, où t'as 3 lignes et le mec te fait un monologue de 10 minutes, tu fais bon, là les gars, faut arrêter quoi. Et l'intrigue des doigts du mec là qui explose, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est juste histoire de dire non, mais ça peut pas être le tueur parce qu'il est handicapé. Mais en fait, tu te rends compte que non seulement ce mec là, l'avocat, c'est un enfoiré, mais il a la pire révélation du cinéma depuis longtemps. Ouais, j'ai fait ça, paf. Il tabasse Daniel Radcliffe qui est un démon. Le mec, normalement, il peut l'éclater en deux. Le mec, il a des pouvoirs, il pourrait exploser toute cette vie s'il voulait, mais le mec n'y arrive pas. Mais ça mange vraiment jamais. Non, quoi, mais le c'est- mec se fait embrocher. Le Cette mec, fin, elle est- c'est un C'est celui qui a débutant. deux révélations. Tu vois un il maquillage de fou. il oublie qu'il a révélé le truc. Alors tu t'es tapé une très mauvaise race, tu fais ah c'était vraiment mauvais. Et après il dit ouais mais il a oublié. Et tu te dis il va quand même pas nous refaire le coup de la révélation. Il te refait Mais il le te le coup. refait, il Et te tu le fais refait. mais mec c'est la même chose. J'ai avancé un peu quoi. Et ça c'est vrai que c'est tout le problème du film, c'est que c'est désamorcé. Je pense pour et c'est horrible parce que on est violent sur ce film mais parce que c'est très décevant parce que Parce qu'on adore ce réal, visuellement pourtant. et la réal C'est ça. elle est vachement bien la réal que visuellement c'est beau et alors c'est pas écrit par Grégory Levasseur qui est Non. le co-scénariste et le producteur de tous ces autres films peut-être qu'il y a une raison Parce qu'il est en train de réaliser un film Ah, de ce ok, côté, voilà. c'est pour ça. mais moi je suis pas du genre à bâcher Alexandre Aja comme certains le font en disant Ah que c'est un non, mec non. non j'aime beaucoup J'aime Alexandre tous ses Aja films. je trouve que c'est un oui moi aussi Même globalement, Mirror, ce qui est pas génial, Mirror, j'aime bien c'est aussi. super intéressant et c'est un mec que je prends en modèle Oui, totalement. mais là je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé quoi
Et je pense que, par contre, le bouquin de Joel, je me dis, il me semble assez fade, en fait. Peut-être que c'est le bouquin qui est fade, tu vois. Mais je pense qu'il avait C'est aussi ça aussi. réalisé un truc un peu générationnel d'un côté, tout en continuant certaines explorations dans le gore et dans l'horreur. Ouais. Mais tu sens que tu dis non, toi, il faut mec, vas-y à C'est fond. un film avec des bonnes Va intentions, dans l'horreur à fond, mais quoi. où en fait le scénar ne tient pas, quoi. Et c'est très dommage parce qu'encore une fois, Ouais, mais- ça aurait pu être Après, très très bien. quand il t'habitue avec un Piranha 3D qui te donne des hauts de cœur toutes les 5 C'est minutes, ça. parce qu'il va très très loin, surtout sur un film comme ça, qui se voit en plus teenage, etc. Quand tu vois un film plus intimiste comme Horn, moi la bande-annonce ça m'avait fait kiffer. Je me dis, oh là, il va nous offrir tellement de délire. Et oui, en fait, on reste sur une fin. Ouais, et puis ouais. Ça reste en fait quand même un film qui part sur les faux semblants, sur le meurtre présumé D'une fille, d'un oui. mec pour sa copine, comme c'est ça. pour... Gone Girl. J'allais encore dire Baby Gone, j'en peux plus. Gone C'est trop dur. Non, ça reste quand même. Pas que ta copine écoute. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait aussi beaucoup de concessions pour permettre à Radcliffe de montrer qu'il peut dire fuck, qu'il peut dire. Il est figé, hein. Je suis désolé, mais j'arrive pas. Cet acteur, c'est pas que Ouais, j'ai- je trouve pas je mal. trouve moi. figé Moi, comme- trouvais moi, assez je l'aime bien. ouais, Je l'aime bien, mais dans ce rôle-là, je me disais non, mec, tu vas trop. Dans la Dame en Noir, il était bien. Ouais. Mais là, je me suis Mais dit, non, dans le côté un peu destroy, etc., je sais pas, si, j'ai pas l'impression qu'il est assez marqué, j'ai pas l'impression Non, qu'il y a pas non, de. non, je vois un jeune mec qui est en parfaite santé. Je vois pas cette espèce de redneck dégueulasse qui est censé être dans le film. Parce que c'est quand même Mais un même, gros enfin, con son perso. C'est Peu vraiment peu un importe, il se. Non, parce qu'il tu vois, il a un côté romantique, rebelle, tu vois. romantique du patelin, quoi. Oui, mais il est là, il dit oui. Nous, on parle d'Amérique C'est- profonde. Hein. Non. L'idée, c'est de parler d'une histoire. Parce que derrière ça, il l'avait dit dans les interviews, il voulait faire une histoire d'amour, tu vois, impossible, quoi. C'est à façon jeune, quoi. De jeune et tout. Il voulait faire un truc, voilà. Un truc de. Non, mais je comprends l'idée de faire ce genre de truc parce que ça a toujours été très, très beau visuellement, etc. Mais là, il y a tellement d'incohérences que Bon, voilà. allez, on arrête de le casser. on passe à- La demande de mariage dans un diner, putain, l'idée du romantisme, trop bien, quoi. Mais si, mais c'est du romantique destroy. C'est t'as du, pas- oui, ouais, c'est du voilà, romantisme c'est pas- de patelin, quoi. Oui, mais c'est du D'accord. romantique voilà, destroy. ah, ok, Non, bon, mais ça si, va mais avec si. le perso. Si, ça va avec le perso. Oui, aussi. ça va être le perso. Ouais. C'est vrai que la demande de mariage dans Gone Girl, elle est tout autre. Ah oui, c'est pas pareil. Ouais. Ouais. C'est pas pareil. Et donc, du coup, on va passer à un autre film, assez rapidement aussi, puisque là, on est encore plus parti sur un. Donc, Dracula Untold. Toujours donc, dans le spoil, même si Dracula. Oui, bon, voilà. Dracula devient vampire dans ce film. Ouais, c'est vrai. Dracula devient vampire, merde. Et pas un loup-garou comme dans le. Mais on Coppola. espérait qu'il le devienne pas. Hein. Alors, Dracula Untold. Vas-y, présente-le, c'est toi qui aimes bien Dracula. Enfin, qui. Ouais, ce qui est- C'est un peu le. Voilà, L'expert du cinéma l'expert gothique, Dracula, c'est lui, quoi. Bon, bah alors, donc ce film, c'est le revival de Dracula par les studios Universal. Et Dracula revient dans le giron des studios Universal. Donc, l'idée, c'était. Alors, depuis quelques années, ils voulaient faire chez Universal un film sur les origines de Dracula. Ça devait être Alex Proyas qui devait faire un film qui s'appelait Dracula Year Zero. Avec Sam Worthington dans le rôle de Dracula. Heureusement, on n'a pas eu ça. Parce qu'il est pas du Ça, tout. c'était, oui. Voilà. c'était un peu- Parce que Luke Evans, c'était le bon acteur à prendre. Seulement, les Universal, quand ils ont vu le budget prévisionnel que Proyas voulait pour son film, ils lui ont dit non, tu feras pas ce film. Donc, ils sont allés chercher un jeune réal, qui s'appelle Gary Shore, qui est un jeune réal irlandais, qui faisait beaucoup de pubs. Et donc, lui, il a accepté de faire son premier film. Donc, Dracula Untold, c'est un premier film. Mais il l'a pas fait exprès, il était dans un pub bourré, Voilà, et je ils lui ont pense qu'il a filé dit, le ok, papier, il a dit ok, c'est bon, cool. ok. Oui, c'est arrivé le lendemain, il a fait merde. Donc c'est l'histoire de comment Vlad l'Empaleur, Vlad Tepes devient Dracula le Figure vampire. mythique. Dracula le Mm. vampire. Donc on va montrer dans le film comment est-ce qu'il affronte les derniers combattants turcs qui reviennent. Ce que je dois dire encore que il y a quand même, les Américains ont un vrai problème avec les Turcs ou les Arabes crois, ou les oui. gens comme ça. Je fais, putain, quand même une armée de 10 000 Arabes. En ce moment, ça va peut-être, enfin de 10 000 Turcs, ça va passer bizarre. Mais bon, j'ai fait bon. Donc bon en fait Voilà. donc les Turcs vont arriver en masse pour saccager la Transylvanie et Dracula il n'a pas d'autre solution que de solliciter un vampire pour devenir lui-même un vampire et sauver les siens. Sauf qu'il y a un compte à rebours, il a 3 jours pendant 3 jours il va pouvoir jouir des pouvoirs du vampire, mais il devra pas boire de sang. C'est ça.
va-t-il arriver à ne pas boire de sang humain et échapper à cette malédiction? C'est ce que vous saurez en regardant Dracula Untold. Voilà. Après, on peut dire qu'il a des pouvoirs de malade. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un vampire, c'est super vampire. Non, au contraire, ça c'est bien parce que cette idée il va vite, il les maîtrise très rapidement aussi. Ses pouvoirs. Ouais, voilà, il les maîtrise très vite. Il peut se transformer en chauve-souris, il peut appeler, plein de chauves-souris. créer des chauves-souris, enfin les envoyer partout. S'il y a un truc assez sensationnel chez le mythe du vampire, c'est que c'est vraiment large. C'est-à-dire que on peut faire son interprétation du vampire. Je sais pas si vous connaissez le manga Hellsing, qui part d'Alucard. Donc voilà. Le fiston. Voilà, et donc qui serait un vampire aux pouvoirs complètement colossaux. Donc c'est-à-dire que il peut se transformer en monstre, son bras se transforme en gros chien, etc. Et j'aime bien cette idée de que le monstre évolue et que le monstre ne devienne pas juste plein de petites chauves-souris qui s'éparpille, qui revient un homme. Ça, j'aime pas non plus ce pouvoir, je déteste ce pouvoir, je sais pas, ça m'a jamais touché. Mais j'adore cette idée de l'homme qui devient un loup, par exemple. Tu vois, comme on peut très bien le voir dans le Coppola, avec une scène érotique assez étonnante. Et, un gros loup, hein. Alors, du coup, ça m'a donné un peu de kiff de voir un vampire qui s'appelle Dracula, qui devrait être le vampire roi, tu vois, avec des pouvoirs au point de détruire une armée de 1000 soldats. Ça 10 000, hein. Oui, 10 000, ouais. Même alors, 100 000, franchement, le problème, c'est que c'est extrêmement mal réalisé et qu'on voit que dalle. Mais voilà, je me suis dit, putain, quand il arrive seul comme ça devant 10 000 soldats, oh, trop bien, je m'installe tranquille dans mon siège et je regarde. J'ai pas eu ce que je voulais, mais sur le papier, ça devait vendre du rêve. Mais est-ce que le budget était à la hauteur des 100 millions de dollars. Oui, quand même. Okay. 100 millions de dollars, je pense que... Est-ce qu'il y a eu des réécritures ou des scènes coupées? Je pense, je ne peux que penser qu'il y ait des scènes coupées parce que le film fait 1h30. 1h30 générique compris. Ah mais écoute, il aurait dû faire 1h10 pour moi. Ah non, mais comme les anciens films d'univers. Exactement. En noir et blanc, ils auraient dû faire. Non mais là, c'est Bela Lugosi qui se retourne dans sa tombe, un truc comme ça. Bon, je crois que il y en a eu quand même pas mal des Dracula. Hein. Oui. C'est un des personnages les plus adaptés de la littérature au cinéma. Alors, et il y a beaucoup de merde depuis le début. Il y a eu des chefs-d'œuvre, il y a eu des bons films, il y a eu des. Récemment, je préfère me regarder un Dracula 2001 plutôt que celui-là. Est-ce que tu préfères te regarder le Dracula d'Argento plutôt que celui-là? Ah ouais, c'est ça la vocation. Là, ça devient vivre. Parce que voilà, j'ai tenté la sauterelle là, dans Dracula. Un manche religieux, j'ai. La montre religieuse, j'ai pas vu. Effectivement, c'était beau. Je n'ai pas eu ma montre religieuse, donc je ne suis pas content. Bon, c'est vrai, d'accord. C'est vrai que j'ai oublié ce. Qu'est-ce qui jouait mal aussi Ouais, mais il y avait. On a pris un petit peu de plaisir en le voyant. Parce qu'Harvey Argento, tout. Est-ce que c'était. Ouais, en plus déjà. Surtout la blonde, la Myriam Giovanelli, l'autre. Qui était plus pulpeuse. Exactement. Mais il y a eu plein de Dracula. Récemment, il y a encore Jonathan Rosemeyer là qui joue un. Pas Rosemeyer, c'est Chris Meyer. Bref, le mannequin là qui joue dans le. Avec la bouche de. La bouche de. La bouche quoi. Pulpeuse. Très pulpeuse. Il joue un vampire lui. Il joue Dracula dans la série Dracula. Qui vient d'arriver. C'est sorti l'année dernière. Okay. Donc des versions du mythe, il y en a plein. Hein, alors que pareil, totalement hallucinante. Et c'est marrant parce qu'en plus c'est vraiment le personnage. Il y a quand même il y a des trucs dans l'histoire. Tu te dis pourquoi ça il le change pas quoi. Par exemple. Sa femme, c'est des trucs comme ça. Moi, c'est des choses qui m'agacent toujours un peu chez Dracula. Je dis ça, je voudrais bien qu'on le change un peu. Mais bon. Donc c'était un film. Alors, je vais rapporter tous les problèmes du film. Le problème, c'est que c'est vraiment la mode de la préquelle où on va excuser le personnage d'être un méchant. Alors bon, on nous a fait le coup avec Star Wars, on nous a fait aussi le coup avec X-Men First Class, que j'adore, X-Men First Class, mais c'est encore une préquelle où on va excuser le méchant d'être un méchant. Moi, j'en ai un petit peu marre des méchants qu'on va excuser. Ce qui n'était pas le cas dans La Momie de Stephen Sommers. Hein. Même dans ce film-là, Imhotep, le mec, il arrive, il défonce tout, tu vois. C'est un badass. Ok. Méchant. Ok. Là, on te dit, non mais non, le mec, il a plusieurs circonstances atténuantes qui font que il va devenir ce vampire. Ouais, mais du coup, tu te dis, mais quand il devient méchant? Oui. Il n'est pas méchant. Il devient méchant. C'est juste un ange maudit. Mais il a jamais cette stature. Tu sais, quand tu as. Tout est sacrifice, tout est. Regarde le film de Coppola quand il te montre un Vlad l'Empaleur qui est au pied du mur, quoi, et qui du coup renie toute foi. Et c'est comme ça, c'est plus mystique que là, du coup. Finalement, on lui donne quand même des circonstances atténuantes aussi. Oui, mais c'est pas un personnage tragique. Voilà, mais c'est un personnage tragique. Mais voilà, là, ils vont trop loin. Là, il parle du fils, de la femme, du peuple. Enfin, c'est n'importe quoi. Et on arrive à concevoir quand même un Dracula qui n'est pas finalement le vampire roi. Enfin, qui n'est pas le premier
Il y a des monstres au-dessus de lui. Il y a un monstre qui le crée, qui a un monstre qui l'a créé avant. Ça devient complètement barré en termes de temporalité du vampire. Et il n'y a rien qui nous est revenu après à la gueule pour dire ah, attendez, il va se battre contre un monstre, ça va être un monstre contre un monstre. Moi, ce qui me gêne, c'est ce que je disais, parce que c'est même pas qui. Parce que, en plus, on le prend à un moment où il est gentil, mais il a été méchant avant. Et il deviendra méchant après. Mais on le prend au moment où il est gentil. Et le mec t'explique gentiment qu'il a dépecé. Oui, il a trucidé. Il a tout le monde. empalé des centaines et des centaines de Turcs. Mais qu'après il se dit, mais c'était genre, il a dit ouais, j'étais dans une période un peu noire, j'avais faisais une petite dépression. C'est un grave problème. Et là tu te dis, mais les mecs, parce que tu sens qu'ils veulent pas le montrer, parce que s'ils le montrent, ça pose un problème, parce que le personnage ne peut pas être aussi gentil. Non, mais alors je n'ai pas empalé une centaine de personnes, mais je pense pas que quand t'as empalé une centaine de personnes, tu deviens un mariément comme ça, tu deviens le meilleur papa parce que c'est best papa of the world, il a le truc, tu vois, il a les cuissons, il a le mec Dracula, best papa of the world, c'est pas possible. Je dis mais qui se comporte avec son enfant comme ça, quoi. Il fait un t-shirt I love papa. Il fait tout pour son fils, mais alors c'est très bien qu'il aime son fils, je veux bien, mais je me dis ça serait bien. Moi dès que j'ai vu cette scène, je me dis on pourrait un jour avoir un personnage, notamment des personnages anciens, qui justement montrent pas ses émotions, où l'enfant il le voit un peu hors trait parce qu'il faut respecter un certain truc, justement parce qu'il est dark et qu'il a empalé une centaine de Turcs avant et que bon voilà, il veut pas trop le montrer à son fils et que justement il se serait sacrifié pour prouver qu'il l'aimait. Ça pourquoi pas, ça c'est un bon scénar. Mais là le coup de on dirait le meilleur papa américain de l'année alors qu'on est en Transylvanie il y a 700 ans. Et c'est une nouvelle vision des choses. Et c'est marrant parce que moi j'ai un pote qui a vu le film, il m'a dit ouais c'est ricain en fait. Ah bah oui, et c'est pour ça que je parlais des Turcs aussi, voilà, parce que je trouve que ce film est particulièrement américain, mais même j'exagère peut-être un peu, mais je vois le bon papa américain qui est obligé de sortir de ses gonds et de se sacrifier pour battre des méchants Turcs qui en gros sont quand même un peuple oriental. Tu vois, je me dis. Sauf que les GI américains se transforment pas en choses. Oui, c'est ça. Mais et l'idée qu'en gros il faut avoir des pouvoirs pour les battre et faire du dark un petit peu. Et tu fais mais le problème fondamental de ce film, c'est que déjà il est PG-13, donc effectivement tu ne peux montrer que les empalements dans un prologue stylisé et pas dans l'action même du film. Jamais. Tu vois aussi à un moment donné il empale un mec, mais genre c'est dans la brume, tu vois rien du tout. C'est un film qui ne se base jamais sur Bram Stoker. Ah, ça c'est clair. Absolument jamais. C'est un film qui se base sur le prologue, effectivement, du film de Coppola, qui n'est pas dans le livre. Voilà. Parce que dans le livre, Dracula, il dit oui, j'avais un ancêtre. On dit jamais vraiment que c'est Vlad Vampala. Donc il dit oui, je me souviens de ce type, un ancêtre qui remontait de Danube pour se battre les Turcs. Dans le livre, il parle pas de lui-même quand il dit ça. Il dit jamais que c'est lui-même. Il dit oui, il y avait ce mec, tac, qui avait fait ça. C'était bien Dracula. Voilà, qui avait remonté le Danube et tout. Donc on suggère que c'est lui, mais il dit jamais vraiment très clairement que c'est lui. On garde un mystique. Là, dans le Coppola, on a dit clairement, ok, c'est lui, Vlad Tepes, voilà. On nous amène encore cette histoire de réincarnation. Qui n'a aucune histoire, qui n'a aucune incidence dans le récit. Encore une fois, il y a un épilogue dans le film qui se passe. C'est la fin, ouais. Voilà, qui envoyait chier le bouquin. Parce que du coup tout se passe dans le bouquin. C'est-à-dire que le bouquin va se passer dans le monde moderne. Le bouquin se passe dans le Londres victorien de 1890. Là, du coup, je me suis dit non. Là, ils ont dit. Du coup, le bouquin se passe dans le monde moderne. Là, ils se sont dit, ok, là, donc l'intrigue du livre va se passer dans le monde contemporain. Qu'est-ce qu'il a foutu pendant 500 ans? Il y a une stupidité, mais incroyable. C'est même son maître qui revient que là, maintenant. Oui, voilà. Tu vois, c'est pas un film complet, c'est un film qui se veut encore. On va faire une trilogie si ça marche. C'est pas une trilogie. Alors effectivement, et là c'est vrai que c'est un truc qui me déçoit, c'est pas que j'avais envie de le voir à la base. C'est qu'effectivement, donc ils veulent faire un revival de tous les Universal Monsters et donc faire un truc à la Avengers, ils l'ont clairement dit, où en gros ça sera tout le temps des films croisés où il y aura la momie, Dracula va apparaître en caméo quelque part, etc. À la base, le Dracula n'était pas fait pour être ça. Non. Et une fois qu'il est arrivé dans le giron d'Universal, ils se sont dit on va faire un dernier épilogue qui pourrait le relier un peu comme Avengers avec Nick Fury, quoi. Et en gros le méchant vampire serait une sorte de Nick Fury en gros si on... moi cette idée de Universal Monsters maintenant à la Avengers, ça me donne envie. Ça a déjà été fait. Oui, mais ça me donne assez envie. Je me dis potentiellement il y a quelque chose qui pourrait être bien, mais vu le début ça va être chaud. Mais c'est dommage. Ce qui veut dire que dans les années 80 ils avaient fait Monster Squad où c'était les monstres qui étaient lâchés sur la ville. Là on va te dire que non, mais en fait, tous ces monstres-là, ils sont gentils et qu'il y a un mec encore plus méchant qu'eux au-dessus. Et tu dis, ces personnages-là, ils vont perdre leur aura. Et tu dis,
Pourquoi refaire un Frankenstein s'il est gentil? Pourquoi refaire un Wolfman s'il est gentil? Non, mais c'est ça. Pourquoi mais refaire un homme c'est là où invisible c'est là où Ça va être- c'est décevant parce que C'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires en fait qu'ils Oui. vont nous faire. Oui, c'est ça. Mais ça aurait pu être. Enfin, l'idée pour moi de refaire venir les c'est plus kiffant que les trucs croisés de Spider-Man. C'est plus kiffant pour moi que Oui, bien sûr. que les univers de Jason Bourne qui veulent faire à l'Avengers. Parce qu'ils veulent faire du Avengers partout maintenant. Ils veulent faire partout. C'est impressionnant et tout doit se croiser quoi. Et ben je trouve que c'était le truc qui me donnait le plus envie parce que. Je sais pas, je trouve qu'il y avait il y a un certain kiff, mais comme on en parlait avant, on parlait de Van Helsing, aussi ça a été tenté, c'était centaines de fois ce genre de truc, et à chaque fois Universal se plante, mais tout le temps. S'ils T'arrives essayaient pas à- le premier Mommy de Stephen Sommers, c'était un film quand même qui était assez réussi parce que c'était un film d'aventure où le fric était à l'écran, où il y avait quand même une ampleur dans le récit, il y avait quand même une échelle Ça, c'était une bonne surprise. assez large. C'était un très bon Le film. fric était à l'écran. Et le fric Parce était que à là, le l'écran. fric dans Dracula Untold, tu le cherches. Oui. Tu le cherches vraiment. Bah, disons qu'il est toujours coupé. Mm. Et surtout, il y a beaucoup de fausses bonnes idées. À un moment donné, il y a toute une scène de combat filmée à travers le point de vue d'une lame de sabre. Ça, c'est des bonnes idées, ça. Mais tu vois rien. Mais tu vois pas grand-chose, ouais. Tu saisis pas. Alors je pense que bon, ils ont aussi beaucoup capitalisé sur l'esthétique Castlevania pour vendre le Ouais. film. Sauf que l'esthétique de Castlevania, tu as des intrigues extrêmement sombres. Tu as un univers qui en finit pas. Moi, Et me puis dis- t'as des monstres complètement oppressants dans Castlevania. Voilà, t'as des créatures. Et surtout, on fait un film sur Dracula. Montre-moi le putain de château. Montre-moi l'intérieur du château, montre-moi la forteresse. Les Mais- mecs, mais on là, c'est voit aussi- juste une salle de dîner, Mais une on salle voit de bal, rien. et on voit rien. Je dis, putain, mais montre-moi une putain de scène Mais de Ça château. pourrait Est-ce être qu'il- juste Jack le vampire. C'est ça, mais c'est ça. Ça changerait Est-ce qu'il rien. voulait pas Dracula. Dracula. Est-ce qu'il voulait pas faire plutôt un truc à la Seigneur des Anneaux? Moi je pense qu'il voulait faire un truc à la 300. Bah, c'est le gouffre de Helm cheap, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, Putain, bah, exactement. méga Je dis, ouais, on dirait le gouffre de Helm, mais Voilà. sauf qu'il y a deux toilettes quoi. Il y a trois C'est le col de Tu fais Borgo. merde. C'est le col de Borgo. C'est pas le gouffre de Helm, c'est le col de Borgo qui est dans le bouquin. Ils ont dû faire Dracula, la bataille du col de Borgo. Ils auraient dû Mais appeler ça. à mon avis, à la base, ça a été produit comme voulant être un nouveau truc d'Heroic Fantasy. Oui, mais Puis donne-lui après, c'est l'échelle. revenu dans l'idée d'Universal. Mais c'est vrai que ce qu'on disait aussi qui était dommage, c'est que c'est dommage parce que Del Toro est revenu à Universal là, récemment, Il était avec dedans. des productions et tout. Parce qu'il est avec Legendary Pictures et c'est aussi produit par Legendary. Et on se dit, c'est Ouais, ça, dommage ça parce que m'étonne. si tu files à un mec, Alors. s'il faut filer à un mec les Universal Monsters, c'est bien ce mec-là. Parce que lui, il te ferait un chef-d'œuvre. C'est D'ailleurs, pas ce qu'il dans- avait prévu, non Non, Hellboy 2, à un moment donné, j'avais écrit un premier scénario avec Universal où il voulait qu'il y avait d'autres monstres avec Oui. Hellboy. Ça a été la première idée de Hellboy 2 et puis après ils l'ont abandonné parce que c'était trop compliqué, etc. Petit truc sur Legendary Pictures. Legendary Pictures n'a pas vraiment produit le film. Ils se sont greffés en tant que producteur exécutif alors que le film était déjà en production. Ça fait partie de ces films Dracula Untold qui vont assurer la transition de Legendary vers Universal. Ok. Quand les prochains films seront faits, donc notamment le film sur la momie, Legendary sera full producteur dessus, ce qui n'est pas le cas sur Dracula Untold. C'est pour ça que le film, pour moi, n'a pas la qualité. Donc la momie sera Legendary. géante et on la Mais- verra 3 fois dans le Comment film. Comment Oui, voilà. on peut prendre le mythe du vampire? Franchement, le mythe du vampire, c'est, je dirais pas la chose la plus simple à adapter, mais c'est la plus fun, du moins. Le vampire, on peut lui donner tous les pouvoirs les plus classes possibles, les plus romantiques, les plus glauques, les plus gore. Comment on peut faire un film comme ça, aussi léger, parce que c'est vraiment très léger, aussi artificiel et superficiel plutôt, pardon, en parlant de Dracula à notre époque, sachant que les producteurs ils savent les erreurs passées, Van Helsing et compagnie. Oui, oui. Comment on peut faire ça à notre époque? Et il est quand même meilleur que le Van Helsing, Je je pense. pense pas. Ouais, si. Je pense pas. Parce que Van Helsing, Dracula de Van Helsing est une catastrophe. il y a des petites trouvailles Ah non, mais visuelles. l'acteur. Ouais, L'acteur. Ouais, Ah oui, bien l'acteur. sûr, bah, ça, ouais, c'est- ouais. Ah oui, non, mais là, le Dracula, il est très bien choisi. Oui, oui, C'est oui, le seul point fort du il film. est génial. Oui, mais c'est pour ça que tu dis, peut-être qu'ils vont le réutiliser pour le faire dans d'autres films et que ça va. Bah, j'espère bien. Mais ce qui est très dommage, c'est que tu vois, les deux prochains projets de Universal Monsters qui sont censés lancer la franchise, c'est La Momie, mais que ça se passerait maintenant, au temps moderne, si j'ai bien compris, et L'Homme Vu Invisible, l'épilogue de Dracula, Oui, là, je non, mais pense ça. que c'est pour tout relier. hein. et L'Homme Invisible qui est évoqué aussi. Alors tu te dis, les mecs, c'est un peu comme si Marvel, ils avaient commencé par Ant-Man et Doctor Strange, quoi. C'est-à-dire que tu fais, les mecs, commencer par le loup-garou et Frankenstein, quoi. La C'est-à-dire, momie- faites un peu... La momie a eu beaucoup de succès quand même, donc. Oui, mais le momie au monde moderne, les gens, ils s'en foutent, quoi. Mais, oui, mais moi aussi, Voilà, moi, c'est je tout. m'en fous, je sais pas pourquoi ils refont ces personnages-là. Je crois qu'il devrait partir directement vers un crossover Surtout, de Il va folie. partir par... Non, parce que ça fait Van Helsing et ça a l'air Surtout, raté. Non, non, mais bien. Enfin, c'est bon, Alex crossover. Kurtzman qui va réaliser la momie.
C'est pas un grand réal, c'est le mec qui a fait Ouais. les scénarios de Star Trek, c'est Ouais. pas un réal qui va avoir une vision du truc, c'est pas comme si Del Toro faisait Frankenstein. Mais c'est là, C'est les Peut-être qu'ils questions, cherchent tu vois. des nouveaux comme ça pour leur imposer quelque chose. Mais- Que Oui, ce ne non, soit bon, pas des d'accord. artistes. Mais Iron Man, c'est avec Jon des Favreau. visions. Qui aurait jugé sur Jon Oui, mais- Favreau à un moment où il a fait Iron Ouais, Man, quoi. ouais, mais Legendary maintenant ils vont Voilà. faire un truc, c'est que maintenant ils vont choisir des jeunes réals pour faire leur film. Le King Kong là qui vont faire Skull Island, le mec il a rien fait avant, il a juste fait des pubs ou je sais pas quoi. Comme ça, il est manipulable. Oui, Ils peuvent le façonner. manipulable, mais le problème c'est que sur la momie quand même, ils ont pris quand même un scénariste connu. Alex Kurtzman c'est un mec qui a quand même une certaine influence, et tu te dis mais Oui. comment ils vont orienter cette franchise? Est-ce qu'ils vont faire un film d'horreur? Est-ce qu'ils vont refaire un film d'aventure? Est-ce qu'ils vont faire un film urbain, genre un film qui se passe dans un muséum à New York et c'est une momie qui terrorise les gens dans Je vois plus ça. genre la nuit au musée mais avec la momie, tu vois? Franchement, ça. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Et ce qui me fait chier en plus dans Dracula Untold, c'est un point de scénario aussi. Dracula veut protéger son peuple, n'empêche qu'à la fin les mecs ils les transforment tous en vampires et ils crèvent tous. Hein. En fait, il fait que ça pour protéger une seule personne, c'est son fils. Et tu dis quand même, le mec, malgré tout, il fait quand même un génocide dans son film. C'est un super papa. Voilà, Je fais c'est un pareil. super dad. Et le mec, c'est un super vampire. Je déteste ces films où le personnage est super puissant, mais en gros, c'est un gros faiblard. Comme dans Horns, le mec qui peut détruire la ville, mais le mec Il qui peut voit pas. un truc qui. Ouais. Là, il y a 3 pièces d'or, il y a 3 pièces d'argent qui tombent par Ça, terre. je pense que c'est vraiment l'aspect contenu C'est pas possible. pour le public large. Oui, c'est Vraiment. pour trouver une faiblesse, c'est pour lui Oui, donner, faut qu'il ait une pour donner de l'empathie. C'est tout sa ça. kryptonite, l'argent. quoi. Ah. Parce que c'est quand même le film d'horreur passé à la moulinette du super-héros. quoi. Oui, mais ce qui me fait dire, c'est que C'est ça qui est. Et c'est un truc qui ne colle pas. Enfin, pour Les moi, personnages que t'es Dracula n'est censé pas un super-héros, aimer, quoi. C'est pas- voilà. ils te font flipper, comme Superman maintenant. Et les personnages, Oui, c'est ça. les personnages que tu dois flipper, il faut que tu les adores. Donc, genre Dracula, tu le kiffes là. Je dis, ce mec, c'est un mec admirable. Il est juste. Il Oui, a c'est pas. un Il mec a, super sympa. il a, et Ça moi, reste cool, ce qui me fait chier aussi dans ce film, c'est qu'on te dit, c'est le prince de Transylvanie. C'est le souverain. Et là, tu le vois dans le film, dès qu'il y a un Turc, il est comme ça, le mec. Il dit, ah non, mais non, il y a un Turc qui débarque pendant mon repas, là. Ouh là là là, attendez, les Turcs, on arrête. Arrête tes conneries, quoi. Le mec, c'est... Attends, vas-y, je te prends. Ouais, je pense que tout ce qui a allégeance aux Turcs, c'est plutôt bien fait. Ça reste c'est bien très fait, mais simple. c'est rapide. Mais il Ah non, a, c'est il a rapide. empalé une centaine de Turcs avant. Quoi. Oui, non, je te Je dis. rappelle ce petit détail Pas- du scénario qui ne Ouais. va pas. Quoi. Ce qui pose toujours un problème. C'est-à-dire que si Darvador il avait arrêté, il avait dit ouais, stop. Quoi. Et il a dit bon, ouais, J'arrête. Et il est devenu papa à Tatooine, tu sais, pendant 2-3 ans. Et là, il y a les méchants qui arrivent, il faut. Non, mais c'est ça, quoi. C'est Ah, mais, là où, enfin, tu dis, faut pas prendre toutes les histoires et essayer de les mettre dans des carcans américains type, héros américains type, quoi, parce que. J'aurais juste Ça ne marchera pas. voir- toujours un homme qui perd sa femme. Oui, voilà. Oui, ça mais va. sauf que là, c'est mal foutu parce qu'il la perd plus tard dans le récit. Puis c'est nul. Et il dit, bon, bah, je vais te mordre, j'ai pas le choix, je ne peux que te mordre. Mm. Et encore une fois, c'est un truc qui arrive vraiment mal foutu. Dans le Coppola, on disait, ok, il perd sa femme, le mec, il a plus de dieu, il se rebelle contre son dieu, donc t'avais une force Ah oui. symbolique. C'est clair. Surtout que là, il se bat pas contre un mec, il plantait l'épée dans la croix, donc il tuait littéralement le dieu, Ouais. quoi. Là, on te dit, non, bah non, c'est pas une question de foi, c'est une question de... De sacrifice. Bon bah sacrifice, voilà, ma femme est morte, bon bah j'ai des Turcs à tuer, Ouais, donc le seul moyen que j'ai c'est de devenir vampire. Le seul truc que Mais je peux faire c'est de devenir Il te vampire. matérialise jamais vraiment la malédiction. On sait pas d'où ça vient. Il veut faire quand même une préquelle sur un personnage, sur une entité horrifique, et on sait pas d'où ça vient. On va Ouais. conclure parce que le débat est intéressant, mais évidemment prend du temps. Qu'il fasse un spin-off surtout sur le gitan qui vient 2 fois dans le film, il y a maître. Mais c'est là, c'est le. Oui, c'est le. C'est bon, voilà. Son Igor à lui. Oui, c'est son Igor, ouais. C'est ça. Il devrait faire un film sur Igor un jour, ça serait rigolo. Il y a déjà eu. En fait, Oui, il y en a eu, mais ils sont en train d'en faire un d'ailleurs, je pense. J'avais entendu qu'ils en faisaient un. Bref. Il y a un animé très drôle d'ailleurs dessus. Un film. Igor Ouais, un film animé. Il s'appelle Il est Igor. vraiment très bien. Baisse la manette. Bon, alors, on va revenir. On voulait parler de séries télé, parce que là, ça fait déjà 1 heure de podcast, donc on va un petit peu. Mais il nous aime, regarde, vous nous voilà. aimez. Et Vous c'est voulez en qu'on plus, se mette à c'est- poil. C'était Non, censé être le pas grand ça. débat en plus, donc c'est quand même con. Donc on voulait faire un petit débat sur le retour des séries télé, enfin le retour des super-héros dans les séries télé. Berretto. Depuis quelques temps, on a remarqué là en septembre et octobre avec l'arrivée des nouvelles séries télé qu'il y a une sorte d'explosion des
des films, des séries de super-héros, donc adaptés de comics, soit tirés des univers type Marvel, il y a eu Agent of S.H.I.E.L.D. notamment, Agent Carter qui va arriver, donc tiré de Captain America. Agent Carter, ils avaient fait un court-métrage. Oui, Je mais sais pas c'est si ça. vous l'avez Et vu. donc le court-métrage va être adapté de la série. Et il y Il aura même... génial, mais un court-métrage mais démentiel. Il y aura Sur même 15 minutes, c'est le magnifique. père de Tony Stark, je vais jouer dans la série et tout. Ah, bah ouais. Dominic Cooper. Ouais, il a Tiens. apparemment Ouais, accepté, enfin ce que d'accord. j'ai lu qu'il avait accepté apparemment de Super. jouer dans la série. Et donc, notamment, il y a l'arrivée de Daredevil, hein, on a vu les premières photos là récemment, Prometteur. qui vont arriver sur Netflix, qui donnent assez envie. Voilà, après il y a eu qui serait l'origine de Daredevil et du Caïd en plus, donc un truc un peu différent en tout cas du fameux film de Stevenson. On a... c'est Stevenson Mark Steven Johnson. Oh, c'est pas grave. On s'en fout parce qu'en fait il a plus tiré, il passe pas comme s'il avait, il s'en fout, Arrête, ça n'intéresse pas. c'était le patron de Daredevil, Electra, Ghost Rider. Enfin, ça, Oui, à l'époque c'était le Joss Whedon de l'époque des super-héros. Mais bon, ça c'est Le mec, il a fait Ghost Rider, ouais. Ouais, je sais. Premier, hein. Ouais, bah, c'est un grand. Alors, Et donc, où j'en étais moi. Et donc là on voulait surtout parler de l'arrivée de Gotham parce qu'il y a donc Gotham qui arrive. Il y a aussi du côté de DC il y a Arrow et Flash qui sont donc le spin-off de là, Arrow. qui sont un spin-off de Arrow, et Gotham dont on avait pas mal parlé, donc qui reprend l'univers de Batman. Après, donc du coup c'est la nouvelle franchise depuis Dark Knight Rises en fait. Finalement on revient à l'univers de C'est Batman le parce que nouvel Superman univers. Return n'est pas encore. fictionnel Ouais. Batman live. Voilà. Et donc c'était un événement pour nous, en fan de Batman. On a toujours été fan de Batman, Ouais. puisqu'on est élevé comme ça, on est élevé à la chauve-souris. Et donc voilà. Et il y avait pas mal de rumeurs sur Gotham. C'est pour ça aussi qu'on voulait revenir dessus. C'était d'une qui voulait prendre un jeune acteur qui jouait Bruce Wayne du début jusqu'à la. Il voulait Oui. penser, et genre apparemment ils l'ont fait signer 10 ans. Le faire grandir en temps réel, en fait. Faire grandir en temps réel. Un Je peu vois. faire une sorte de Boyhood, mais avec Attends, là, il a Bathood. quoi Il a- Bathood, un peu. Il a 10-12 ans là Voilà. Il a 12 ans, ouais. Il a 12 ans, ouais, ça ferait 22 ans. Ouais, ouais. Ils l'ont un peu plus vieilli par rapport au Il comics. sera un petit peu plus clean. Ouais, je pense. Ouais. Oui, enfin, faut déjà que la série dure Et 10 voilà. ans. Et donc, oui. Ouais, non, c'est vrai, j'y non, crois tu as raison. Non, J'y je crois pas non j'y plus. crois pas non plus. Et donc, ensuite, c'était l'idée d'avoir donc la jeunesse le début de Gordon, donc à la tête quand il arrive en tant que policier. Donc, il n'est pas encore le commissaire Gordon, il n'a pas encore sa moustache. Non. Parce qu'il faut qu'il la gagne, cette moustache. La moustache, ça se gagne. Et donc, Ça voilà. trempe Donc, dans la soupe. et donc c'est ses débuts, etc. en tant que policier. Donc ça peut aussi faire penser à Year One. Il y a pas mal de gens qui pensaient que ça allait être Gotham Central, mais ça n'a strictement rien à voir Alors, avec parce que Gotham Gotham Central se passe bien après Oui, voilà, Batman. en fait. ça se passe- c'est beaucoup plus Pendant Year le One. règne de Voilà. Batman. C'est beaucoup plus Year One. Mais donc voilà, ça fait depuis Rises, bon c'était il y a pas très longtemps, mais moi je pensais pas qu'on reverrait de sitôt l'univers Batman à l'époque. Tu vois, même cette histoire avec Ben Affleck et tout, Ça arrive très rapidement. ça arrive très tôt, quoi. Mm. C'est étonnant. Hein. Ah bah non, c'est pas étonnant. Non, en fait, alors ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment Superman maladroit, mais pas Superman Returns a pas aussi bien marché qu'ils voulaient, et que les producteurs se sont dit, ok, parce qu'apparemment c'était pas prévu qu'il arrive aussitôt. Non, Superman par Returns. Pardon, ouais, Returns. Parce que Man oui, of Steel. effectivement, Man of Superman Steel. Returns n'a pas marché. Ouais. Non, il disait que Man of Steel, apparemment, à Man la of Steel base, était un il carton. voulait faire un Man of Steel 2, et que c'est des producteurs qui avaient dit ça, apparemment, et qu'en sachant que ça n'avait pas autant marché, qu'il y a eu des quelques critiques, Mais c'est ils se sont dit, prévu. il faut qu'on fasse revenir Batman. C'est prévu Man of Steel 2. Oui, On va mais faire un. Tout de même. oui, hein. oui, enfin maintenant, il y a surtout Oui, c'est Batman. Justice League. Mais l'arrivée de Batman a été faite parce que Parce que ça reste le voilà. personnage populaire number one de Ils DC se sont- Comics. Mais c'est Voilà. un bazar, c'est-à-dire qu'il y aura des Superman, il y aura peut-être des Batman, il y aura un Superman Batman, il y aura après un Justice League, tu sais, il y aura plein de titres différents. Il y aura de partout. Batmite aussi en fait. Batmite. J'ai pas compris. Tu sais qui c'est Batmite Non. Le petit bonhomme. Ah oui, qui- effectivement, ouais, le petit gros là. Ouais. Ouais, ouais. Ce serait marrant de voir ça en fait. Ouais, c'est- et bon, Je sais voilà. Mais donc oui, c'est cette arrivée récente du coup de Batman en série télé qui pouvait être une chose qu'on attendait beaucoup. Alors pour les gens les vieux de la vieille, il y avait il y avait une série qui s'appelait Bird of Prey qui était adaptée du comics il y a, dans les Non, années ça 90, existe début pas, ça. 2000, qui avait duré genre 10-12 épisodes. C'était une Ça catastrophe. existe pas. C'était une sorte de Buffy alias, mais avec l'univers de Batman. On voyait d'ailleurs un mec qui jouait Batman Ouais, en figurant dans le Catwoman. flashback et jouait le Joker. Qui était joué par. La voix d'ailleurs était Mark Hamill. Ah bon? Ouais, c'était Mark Hamill qui faisait. Excellent. Mais pas lui. Genre que c'était pas Mark Hamill qui le jouait. Non, Genre, il c'était était juste juste Vous à savez voix. sa voix. Ouais. Ah, mec. parce qu'on le voyait dans l'ombre et tout. C'était pas très intéressant. Et donc il y a déjà eu des tentatives. Même si voilà, la meilleure série télé, ça reste l'animé quoi. Non, et la série Adam West, bordel. Oui, En live. oui, Attends, oui. qui mais sort c'est très bientôt en différent. Blu-ray là. Alors, est-ce que ça va être est-ce que c'est une série plus Adam West ou une série plus proche de l'univers de Batman qu'on a pu voir récemment
Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série, sachant qu'elle fait un peu débat, les gens sont plutôt refroidis en tout cas par les premiers épisodes. D'accord. Comme vous voulez, moi j'ai beaucoup atterri au principe de Gotham. Ils sont refroidis, t'es sûr? Parce que j'ai pas mal de bons échos, moi. En fait, moi j'ai plutôt des mauvais échos. Ouais. Non, moi j'aime bien cette série parce qu'elle a un cachet visuel qui dépasse et de loin celui d'Arrow. En fait, j'avais peur que ce soit un Arrow-like, c'est-à-dire une série trop clean, trop clinquante, voilà. Là, on est vraiment dans la rue. On est avec deux flics qui sont dans une désillusion totale. Enfin voilà, il y a pas de fun vraiment à porter. On est vraiment dans des intrigues un peu salaces. T'as vu combien d'épisodes? J'en ai vu 3. D'accord. J'ai pas vu le 4e là qui vient de sortir. Voilà, on est dans un univers que j'aime bien, avec les personnages que j'aime bien. En plus, la montée du pingouin est assez étonnante. C'est vraiment, on revient sur des personnages qu'on connaît beaucoup sur de multiples facettes, via le Burton, etc. Des différents comics. Mais là, voilà, il donne une nouvelle idée des personnages. Le seul hic que j'ai, et qui par contre restera tout le temps, et ça c'est un problème mais majeur, c'est que tout est forcé dans cette série. Dès le premier épisode, tout le monde est déjà connecté. Tous les personnages, que ce soit Enigma, donc l'homme mystère plus tard, le pingouin, Gordon, Catwoman, Bruce Wayne, tout le monde est déjà connecté, alors que finalement, je pense que ça aurait gagné à se connecter plus tard, peut-être à la fin de la saison 1, dans les autres séries. Là déjà, tout est un bordel qui fait que ça va devenir comme Arrow, à terme, ça va devenir chiant, c'est-à-dire ça va devenir très confiné en fait parmi ces gens-là, et on va pas beaucoup s'ouvrir à d'autres, et c'est vraiment la petite frayeur. Que s'ils avaient fait des petites histoires où ils sont tous avec leur chemin, et des fois ils se croisent de temps en temps, et finalement ils fassent alliance ou j'en sais rien, que là, ça va trop vite, ça va vraiment trop vite. Mais il y a beaucoup de kiff, c'est du fan service. Voilà, mais c'est ça, c'est aussi un peu le problème de Smallville, c'est qu'à un moment donné, le mec, après 9 saisons sans être Superman, le mec c'était devenu un super-héros qui avait un nom à lui, mais qui n'était pas Superman. Il pouvait pas voler, mais il pouvait faire tout le reste. Il s'était battu déjà contre Brainiac au moins 6-7 fois. Et tu te disais, mais le mec, pourquoi il devient un Superman? Il se marie avec Lois Lane. Tu te disais, mais attends, mais qu'est-ce qui lui reste à un point qu'ils avaient dû rebooter le truc à la fin, du genre, ok. Je veux dire, Lex Luthor, oui, il y avait déjà toute la Justice League qui était arrivée. Oui, alors à la fin, tu dis, ok, donc c'est plus une préquelle. Enfin, voilà, c'est un univers alternatif. Et ça, c'est un des problèmes de ce genre d'idée de faire des préquelles à chaque fois. Depuis Star Wars, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Mais en plus, ça gagnerait déjà en temporalité de ne pas regrouper tout le monde. On pourrait faire des petites histoires donc plus longues pour la série, ça serait très bien. En fait, ils auraient tout à gagner à prendre le temps de développer des personnages. Tout à gagner. On adhérerait plus aux personnages, aux intrigues. Ils pourraient aller encore plus loin dans les petites intrigues indépendantes. Non. Tu vois, le Bruce Wayne, là, je suis sûr, ça va devenir une tête à claque. En fait, donc moi, je suis un peu comme Philippe, j'apprécie beaucoup la série pour ce qu'elle est, parce que j'attendais absolument rien, donc je me suis dit, découvrons le truc. Pour moi, c'est un univers qui est autant valide qu'un univers de Burton ou de Nolan et tout ça. Pour la ville, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est une ville qui est extrêmement contrastée. D'un côté, on est dans une stylisation totale avec une ambiance un peu Chinatown très fluo et tout ça, et de l'autre, les mecs n'arrivent pas à se débarrasser de l'imagerie Nolan, parce que des fois, tu as ces travelling de la ville où tu vois la ville industrielle et tout ça. Pour moi, c'est pas du tout l'image de Nolan. Si, pour moi, c'est entre le Nolan et le Burton, c'est une ville fantasmée. On n'a pas l'impression que c'est l'aspect réaliste que Nolan voulait développer. Parfois, par moment, ils font des travelling, je sais pas où c'est tourné, on dirait Boston, je sais pas où. Moi, je me dis, on dirait le New York. Ça dépend. J'ai l'impression que c'est des maquettes, moi. Tu vois. Ça dépend des endroits, en fait. Mais des fois, je me suis dit quand même. Ah non. Je trouve qu'au contraire, on est dans des buildings un peu mystiques. C'est quand même pas très gothique comme série. Ah, écoute, c'est très j'aime urbain. bien ces plans. Des fois, je me dis, ok, là, on est dans Black Rain, et ensuite on est dans Nolan. Tu vois. Enfin, c'est vraiment les deux. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ces personnages n'ont pas à être tous connectés, parce que tu as l'impression que c'est une grande rue et qu'ils habitent tous dans la même rue. Le premier épisode, t'es là, il y a que des fanservice. C'est incroyable, c'est-à-dire que. Mais je suis sûr qu'ils sont dit, tiens, Agent of Shield, il y a des détracteurs au début. Oui, mais et du coup, on va tout mettre. C'était une bêtise de gueuler sur Agent of Shield parce qu'Iron Man ne venait pas tous les jours, toutes les fois, quoi. C'est justement un des problèmes, c'est que
les mecs, faut pas s'attendre quand tu vois une série télé à voir les films, quoi. Enfin, je veux dire, c'est autre chose, c'est pas le même média. C'est un truc un peu chiant. Bon, après je peux pas m'empêcher de penser que le mec, là, le showrunner de la série, Bruno Heller, là, le mec qui avait fait Rome et qui avait fait Mentaliste, qui prend un petit peu soit le truc de haut, ou soit d'aller... Je suis un peu d'accord. Ou alors soit d'aller dans la caricature. Mais oui, parce que on se pose des questions sur... alors, peut-être qu'on a vu, par exemple, moi, il y a cet épisode de Balloon Man, là, l'homme ballon. On se dit... Moi, je suis revenu à Lois et Clark, quoi. J'ai fait... Oh la vache. Avec les méchants stupides. Oui, avec les méchants stupides, les gens qui sont méchants, ils font oh, on est méchants. Bon, alors, il y a... dis-moi le nom de Smith, là, parce que j'arrive pas à dire son nom. La femme de... Jada Pinkett Smith. Elle, je pense qu'elle s'est plantée de série, qu'elle pense qu'elle joue dans un Marvel, et donc c'est pour Disney, vrai. Et donc elle joue comme si elle était dans une série de Disney Channel. Donc elle est mais tellement en couleur, t'es là, tu as des vrais mafieux à côté. En ce moment, je regarde Boardwalk Empire à côté, alors je peux te dire que les mafieux, quand je regarde ça, je suis là, mais c'est Disney, quoi. Alors que les mafieux sont bien. Oui, les mafieux sont bien. Oui, le mec qui jouait le flic dans Dexter, il est très bien. C'est Falcon. Non, c'est Maroni. Ouais, Maroni. Et lui, mais pareil, tu vois, dans l'épisode. On les voit très peu. Et c'est pas... Alors, dans l'épisode 4, on le voit un peu plus. Et pareil, il est assez caricatural. C'est-à-dire que il mange des pâtes, pour montrer qu'il est méchant, il mange un énorme steak, une énorme côte de bœuf tout seul. Il fait je sais pas, moi je suis fort. Et voilà. Et ça, c'est des trucs. Tiens, toi aussi t'aimes ta mère. Ils veulent aller tellement trop vite, du coup, que le peu de fois qu'on voit ces personnages-là, ils les caricaturisent. Mais je pense que c'est aussi un souci de chaîne, c'est-à-dire que c'est une chaîne grand public aux États-Unis, c'est la Fox, c'est pas une chaîne, c'est pas HBO, c'est pas, c'est pas des chaînes où il peut tenter des trucs. C'est pas NBC. Parce qu'on dit elle est jolie la ville et tout, et moi ce que je remarque c'est qu'il fait nuit, on voit tout, quoi. C'est-à-dire que c'est la ville la plus colorée du monde. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'à la télé, l'une des premières demandes des producteurs mais TF1 aussi, regardez la plupart des séries télé françaises par exemple, c'est que tout doit être visible, parce que dans la télé on voit moins bien, et donc du coup, parce que par rapport au cinéma, donc dans la plupart des films, la plupart des gens leur demandent de faire pas trop de scènes la nuit. Et évidemment, quand tu fais Batman ou quand tu fais Gotham, alors ce qu'ils font, c'est que du coup ils suréclairent. C'est-à-dire que j'ai jamais et du coup l'aspect hard-boiled que tu aimerais bien avoir avec ces deux flics là, tu peux pas trop l'avoir parce qu'il fait super. Ça va devenir clinquant comme Arrow. Ça brille. C'est carrément pas du hard-boiled parce que on a d'un côté parce que c'est bon flic, mauvais flic. Donc tu peux pas être 100% hard-boiled quand t'as ce rapport-là. C'est plus un body movie comme un body movie amélioré, sauf que Gordon c'est le mec droit dans ses pompes, droit machin. Et que Bullock c'est la saloperie, alors que c'est une erreur parce que Bullock bosse pour Gordon normalement dans Batman. Non mais c'est pas une erreur pour moi, c'est bien, ça veut dire que alors le truc c'est qu'on sait très bien que ça va devenir le chef de Bullock, que Bullock va peut-être faire une connerie, il va y avoir une complicité qui est nouvelle. Entre les deux, je pense. Mais alors non, il y a des trucs comme ça qui sont très bizarres, et donc moi Balloon Man, oui, c'était Lois et Clark, quoi. Et même en termes de réal, oui, non, parce que je reviens, mais ça me rappelle aussi Flash, la série, tu vois, la première. Mais oui, mais voilà, ça fait un élan un petit peu super vilain, un peu absurde. J'ai un truc à dire sur la réal. On est dans l'univers de Batman, les mecs. Oui, mais justement, c'est peut-être un peu trop. Tu vas être sur le cul. Donc le showrunner c'est Bruno Heller, et le réalisateur de cette série c'est Danny Cannon. Danny Cannon, je sais pas si vous vous souvenez. Bon, c'est un mec qui fait de la série télé depuis plus de 15 ans, il fait des experts et tout ça. Il a fait des films ? Oui. Est-ce que c'est lui qui a fait Demolition Man ? Non, presque. Il a pas fait Demolition Man. C'est pas Tango et Cash. Non. L'autre film des années 90 avec Stallone, Plaisir coupable. Maman, du Dredd. Il a fait du Dredd. Oui, c'est vrai, c'est lui. Et c'est lui, pas lui qui a fait Gaulle après, ou c'est un truc comme ça ? Si, je crois. Il a fait un des Gaulle. Un mec génial. C'est le mec qui a fait du Dredd, on parle d'un film qui se veut très noir mais qui est clinquant partout. Pareil, c'est la même chose. On adapte, non mais c'est le truc, on adapte des comics. C'est parfait. C'est lui, voilà. C'est là où je trouve que le débat il est intéressant parce que j'ai l'impression que les séries télé sont encore très en retard par rapport aux films adaptés de comics. C'est-à-dire que les films de comics, on a compris qu'on pouvait prendre les choses sérieusement. C'est-à-dire qu'on fait plus que du Burton où tout doit être délirant, etc. Attention, on fait de la BD, on est dans un univers différent. Par contre, les séries télé, j'ai l'impression qu'on est encore là-dessus. C'est-à-dire que souvent, il faut quand même montrer que c'est pas
c'est pas vraiment du polar quoi. Hein, donc les méchants ils ont des ballons. Oui. Ça c'est moi je suis là dessus que je fais. Alors ça c'est des trucs qui peuvent marcher en comics mais qui en live Ouais, mais disons qu'ils sont vachement plus. La Rappelle-toi. petite Ivy, elle aime déjà les plantes. Ouais, ah oui, alors, Edward Nigma qui ne parle que en posant des questions. Ah non, ça, c'est- Ça c'est juste pas possible. tout Là, est tu te dis mais en termes de caricature, mais regarde, tu lis un bouquin, ça manque de subtilité. tu en lis fait. une bande dessinée, effectivement ça manque de subtilité, mais j'ai l'impression qu'en fait il fait ça comme si c'était une bande dessinée. Le mec, il a 40 pages à te raconter un truc, il va aller directement à l'essentiel. Il va mettre la petite fille dans une case au loin, Ivy avec ses plantes. Nigma, on va le voir 2-3 fois, donc il va le personnaliser en tant que le mystère déjà. Donc je comprends un peu cette envie de développer ces personnages avec autant de caricatures. Le pingouin est très bien. Mais Le pingouin pourtant- est excellent. et lui, c'est le moins caricatural pourtant. Bah oui, c'est- Le pingouin est très bien. justement, Parce Le pingouin, que, c'est génial. pourquoi Parce qu'ils prennent le temps avec lui. Ils prennent Oui, le mais temps, c'est- voilà. c'est- Et parce que il faut prendre le temps avec tous ces personnages qui sont hauts en couleur. Oui, mais Et c'est puis, ce que- c'est ce qu'on- Et qu'empêche- c'est un c'est mec ce qui est en qu'empêche bas de un- l'échelle Oui. qui va prendre de l'importance. Oui, mais c'est pas. et c'est Exactement. Mais ce tu sais pas qu'empêche encore la- comment. Et c'est ce qu'empêche c'est ce qu'empêche Et qui est je pense risible. une chaîne généraliste comme ça aussi, c'est-à-dire que tu peux pas prendre autant ton temps comme c'est-à-dire que par exemple voilà Si tu peux, c'est là qu'ils ont peur que les audiences elles chutent, donc ils mettent tout le monde. l'histoire c'est ça. alors moi je suis halluciné par le Alors Vedent, il va venir. ah oui il a annoncé Mais sauf que c'est un étudiant. mais une chose il va déjà être schizophrène Oui. il va déjà Absolument, avoir Oui, des il va schizophrénies. aimer les pièces. Il va aimer tout les ça. pièces, ouais, tout c'est ça. ça. Sauf qu'il est censé voilà. être pote de Bruce Wayne aussi, Vedent. C'est censé être son pote. Mais ils sont pas potes Mais ils sont avant pas qu'ils forcément d'avoir le même âge, soient Oui, mais dans ils la sont politique. censés être. Ouais, mais ils sont censés quand même. Ils vont être devenir quoi. potes c'est comme Bah, Gordon peut-être il va qu'Arveden, passer, il va être jeune ouais. alors. Oui, ouais. Bah, en fait, Non, c'est non, un mec il qui est- a il est Ah, il genre à était- 20 ans, tu vois. Ok. Mais Mais non mais et puis oui non mais c'est ça c'est et ouais alors le truc avec Barbara et qui est amoureuse de Montoya ouais je suis halluciné je vois ça avec Montoya aussi qui arrive bien Je me plus dis, tard mais mon aussi. Dieu. mais c'est quoi cette Ah histoire non, ils ont mis tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a Sarah Essen, la maîtresse, la future maîtresse de Gordon, c'est quand même la chef de la police. C'est même pas le commissaire, oublié. c'est même pas le commissaire J'ai oublié. Loeb, c'est quand même Sarah Essen. C'est vrai. Bon, c'est du fan service, là, mais ouais c'est mais vraiment du fan trop de service Mais et surtout moi ce qui m'énerve Mais c'est je que me dis qu'il y a Vicky Vale, elle va arriver, elle aura 14 ans aussi, puis il va y avoir une histoire d'amour avec le petit gosse. Elle va pécho bah, de toute façon, il va Bruce clairement Wayne. avoir une histoire d'amour avec Selina Kyle Ouais. parce que Ah oui, mais c'est sûr. Elle va être jalouse, elle, Selina Ça, c'est Kyle. parce sûr. que Ouais, voilà, elle est exactement. déjà D'ailleurs, mignonne, hein. prometteuse. elle a déjà vu la scène de meurtre quoi Oui, c'est elle était là. un changement énorme Mais oui. et là le truc qui me fait le plus mal c'est que donc il commence à avoir l'idée de devenir un super héros parce qu'il a lu Balloon Man quoi ça change toute la légende de Batman c'est genre une fois j'ai vu un mec avec un ballon Non, il il faisait des trucs Non, il réfléchit quand même Ouais, pas mal oui, avant il- comment il- faire. il quoi. met sa main sur des bougies Ouais, ouais. J'aime bien Alfred, moi. oui Alfred mais alors, Mais c'est quand même bizarre. Parce que d'un coup, il est sympa, et d'un coup, t'as l'impression qu'il va aller mettre une Mais, raclée. mais oui, mais c'est trop. C'est le militaire, c'est encore l'ancien T'as militaire. l'impression que c'est faux. En fait, ce personnage, je l'aime bien, mais t'as l'impression qu'il est pas naturel du tout. Qui est joué par Sean Pertwee. Sean Pertwee qui est le fils du 3e Doctor Who. John Pertwee, ils ont la même tronche. Oui, c'est vrai. En fait, moi, le seul truc qui me fait rester, pour l'instant, c'est que je suis un Le fan, Pingouin. donc je regarde... Oui, le pingouin. En fait, c'est des acteurs, j'ai 3-4 acteurs qui m'intéressent beaucoup. J'aime beaucoup le personnage de Gordon. Je peux donner une anecdote sur lui. L'acteur qui joue Ouais. Gordon, c'est le mec qui doublait Batman dans le dessin animé Year One. Oui, Dans oui. C'est celui qui avait la voix monocorde. Ouais, Ok. il doublait Ah Batman non, dans le... c'était Gordon qui était Oui, monocorde. c'était Bryan Cranston. Ouais. Oui, c'était Cranston. Et c'est lui qui faisait doubler Batman dans Year One. Et lui, il est bien. Super acteur. Lui, il est bien, Et ouais. le Bullock aussi est bien. Mais le duo marche. Le duo marche bien. Il est et, pas original. par et évidemment, aussi le gamin. le pingouin. Le pingouin. Le pingouin est un des personnages les plus intéressants. Génial. C'est le personnage que je regarde pour l'instant le plus. Et puis visuellement, c'est le seul qui est extrêmement travaillé. Oui. Mais c'est le Les seul autres, qui est, on qui est- s'en- qui est ils sont moins dans la caricature que les autres. Et pourtant, tu c'est vois. celui qui, quand même, est déjà le pingouin, toi. Oui, mais tu vois, tu Le sens que, parapluie, mais le tu sens truc. que oui, mais c'était un des personnages qu'on a vu le moins dans la saga, puisqu'en fait, depuis Danny DeVito, on n'avait Ouais, jamais oui. on n'a jamais revu le pingouin en Oui, c'est pour live. ça qu'ils c'était pas. Et en plus, il s'éloigne tellement des visions du pingouin qu'on a eu pendant des années. C'est-à-dire que d'habitude, le pingouin, c'est quand même un petit gros. Mm. C'est quand même dans le jeu vidéo, il est quand même un peu comme ça, un peu trapu, même dans les animés. Ah, mais il le saura là, et je pense qu'il va grossir. Oui, bah, au fur et à il va mesure. se tailler. Mais Je suis pas sûr. Hein. Si, dans tout le temps, on. Enfin, c'est quand même plaisant de le voir différent et de voir, Ah oui, de le voir jeune. développer et tout. Alors, Il va devenir le chef de la pègre, etc. Ce qui m'a intrigué dans cette série, c'est qu'à un moment donné, ils suggèrent, parce qu'à un moment donné, ils vont voir sa mère, la mère du pingouin. Mm.
qui s'appelle pas Cobblepot mais Cobblepot. Ça suggère que les mecs en fait ce sont des immigrés et que lui a changé de nom de famille en fait. Et ça je me dis c'est intéressant parce qu'on l'a toujours présenté comme un Ouais, c'est une manière plus comme un réaliste, quoi. aristocrate, comme un mec qui vient d'une Bah, en grande fait, famille. dans le comics, il Moi, je fait pensais qu'il partie avait des été grandes élevé par familles des- Voilà. fondatrices de Gotham avec les Wayne et puis une autre C'est ça. famille. Et il y a eu une trahison entre eux, etc. Moi, je me Les dis origines que non. sont très belles. Là, on te dit Dark non, Knight, ouais. en fait, ce serait un immigré qui serait inventé lui-même son propre prestige. Je me dis, c'est intéressant ça aussi. Donc il n'a pas été élevé par des pingouins. par contre. Non, mais ça, c'est Non, dans le ça, film. c'est- C'est ça, que c'est- chez c'est Burton. que chez Burton. Il n'a jamais été. C'est dommage parce que c'était. Non, sur le c'est coup, cool. c'était super réaliste. Je l'aurais pas revu là dans la série, mettre des fusées sur le Oui, nez, voilà. comme- non, mais- Ouais, pourtant. Et il aime pas ce nom, il aime pas qu'on l'appelle comme Oui, il ça. a en pas- plus. Ouais, mais ça, c'est le seul truc qui m'emmerde, quoi. C'est-à-dire que. Enfin, voilà, c'est Ah bon, non, quoi. mais c'est bien. On Non, mais revoit c'est- le tu vois, personnage différemment. Je vois le truc trop caricatural. Il fait ne m'appelez jamais pingouin. Tu vois, tu vois, tu Non, dis. au contraire, Ah, je il vois se les peut très bien archétypes, quoi. qu'une fois qu'il devienne chef, qu'on lui brise quelque chose, ou je sais pas, qu'il y ait un truc dans sa tête qui Et ouais, soit... je suis un pingouin. Il dit non, c'est moi, on m'appelle pingouin, voilà, on m'appelle plus, voilà. On Alors, m'appelle bien pas. sûr, ça va être marrant, il faudrait que ça fasse. Pingouin. C'est très. Moi, je crois pas que cette série durera 2-3 saisons de plus. Hein. Je pense que ça va vite. Le soufflet va retomber. Ouais, très vite, ouais. Très vite. Ouais. On va Mais voir. ça se regarde. Après, c'est juste. Bah, disons que tenir avec tous ces personnages, tout le temps, Mais voilà, ça va être suffocant. c'est quoi. ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une bonne chose que voilà les comics arrivent comme ça déferlent sur la série télé parce que Moi, ce déjà, que je n'en peux plus en termes de cinéma. oui, non, mais, Je oui, mais t'avoue ce que je remarque, c'est qu'on est vachement en retard en série télé en termes de traitement. Tu vois, à quand une série HBO ou une série True Detective Oui, c'est vrai. traitée Bah dans si, un univers de comics, comics, Gotham, quoi. un Regarde. Gotham trop détective. Enfin, il y a Powers, la casseur, qui va sortir sur la PlayStation, qui est adapté du truc de Michael Bendis. Pareil, ça, j'y crois pas trop. Quoi. Je me rappelle à l'époque, je regardais Arrow, je m'étais fait la saison 1 entièrement. Mm. J'avais bien aimé, c'était sympa, c'est un peu clinquant, c'est nickel, ils sont toujours propres, façon mannequin. Et juste après, j'avais enchaîné la saison 3, oui, avec le gouverneur de Walking Dead. D'accord Ouais. Adaptation de comics. Walking Dead est traité Oui, comme c'est- un c'est vrai film. que c'est une Voilà, adaptation Walking de Dead comics, est vraiment. Mais Mais c'est un autre- l'exemple voilà, oui. à prendre, après en termes de budget, etc., c'est autre chose. Mais. C'est en termes de chaîne surtout, c'est pas la en même termes de chaîne. chaîne, bien sûr. D'un côté, t'es sur Warner Bros, une chaîne pour les ados, et d'un côté, t'es sur une chaîne. C'est pour ça que je crois beaucoup au Netflix parce que je me dis que Oui, il va- Daredevil sur Netflix, si là ils te font un truc caricatural de comics, c'est que les mecs ils tu sont peux rien mauvais. faire. quoi. Ouais, tu peux rien faire. Par Voilà. contre, les mecs d'Ardeville en série, ça va être encore la nuit. Hmm. Ça risque d'être un peu claquant. Oui. Ne pas jouer sur les ombres comme un film Non, pourrait mais le alors faire. moi ce que j'ai Son lu. costume, T'as rappelez-vous vu Ben son Affleck. costume T'as vu la première Non, j'ai pas vu le costume, j'ai vu C'est que. bon, on voit rien. l'acteur. Ouais. On voit rien. Ah bah, le code de Daredevil. Ouais, Ouais, Ah, mais ça son reste costume une noir. photo, on Ouais, verra. c'est un costume Non, c'est une noir. photo, on Non, verra. non, je en pense film, sincèrement parce que qu'il ce sera assez sombre. Il quand faut même. le voir, le personnage principal. On dans n'est une pas à la série. télé sur Netflix, on est sur l'ordinateur, on est sur un truc C'est- VOD. C'est un peu différent. Non, c'est les mêmes enjeux de télé. House où of Cards, par exemple, n'est pas une série très clinquante. Non, visuellement, c'est tu très vois. cinématographique. Voilà. Donc, à voir, j'en sais rien. Oui, mais là, je te parle d'un mec en costume, un costume quoi. Oui, mais bon, en plus, on est dans le même univers que Marvel. Moi, tu vas dire Marvel, Un c'est costume super rouge brillant, dans le mais noir, bon, enfin, ouais. c'est. On sait pas s'il a costume rouge encore. Si, apparemment, il l'aura. Après, putain. Ouais, il a plusieurs Bah, costumes. c'est pas le costume rouge pour Daredevil, il y a un problème. Bah, hein. il aura le costume jaune. Déjà, il est pas roux. Ouais. Il est pas roux. Non, mais il a les lunettes rouges. Non, mais il est pas roux. Non, bah, il est. Non, Ils c'est ont vrai. pris un brun et du coup, ils l'ont. Voilà. Bon, au moins, ce sera pas un mec avec des cheveux rouges comme Ben Affleck qui était teint en. C'est vrai que- C'était teint en rouge. Il était Oui. teint en rouge. Ouais, bah, c'était Mark Steven Johnson. Mark Steven Johnson. le grand. Johnson. Non, mais Gotham, à mon avis, c'est une série qui va tenir juste un peu par le prestige de son. Peut-être de avant son- l'arrivée- de son showrunner. Je pense avant l'arrivée du Snyder, tu vois. Ouais. Je pense que arrivé au Snyder, le soufflet il va retomber totalement. Les gens ils Ouais. auront plus aucune envie de voir Gotham. Et puis d'essayer de dire ah non, bah on va faire un peu de tri quoi. Je vais suivre, moi, personnellement, je regarde toute la saison, on va voir ce qu'ils vont faire avec ça. Et moi, je comprends pas d'essai du tout. Hein. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils Oui, ils font lâchent. l'inverse de Marvel en fait. Ouais. Ils font, Ils lâchent un bien peu comme ça. partout leur Ouais. truc. Tiens, ouais, vas-y Flash, ouais, vas-y Arrow, ouais, vas-y Gotham. C'est bizarre. Eux qui veulent tout rassembler dans les films, là ils Ouais, ils partent veulent un petit peu tout en faire freestyle. là, Ils vont au flair, ils vont pas en stratégie, en fait. Ouais, ils disent on va voir comment ça va se passer. Voilà. Ouais. Bon, après tu disais les séries sont à la bourre. Ils ont toujours été un petit peu à la bourre les séries. Regarde Lois Bah, et Clark. Maintenant, Lois et Clark, ça reste une série quand même 20 ans après le Donneur qui te donnait un truc léger. Fondamentalement, quand tu cibles les gens à la télévision, c'est que c'est des choses. non, qui mais sont c'était légères. à l'époque où il fallait montrer que t'étais dans du comics. Il y avait aussi ça avec les contes de la crypte, tu vois, pareil, où je Ouais. trouvais que le visuel était toujours attention les mecs. Parce que de la BD ça voulait dire du visuel et il fallait montrer. Et du coup, parfois c'était ça n'allait pas forcément avec le Non, mais il y sujet, a quoi. aussi Bref. d'autres trucs, c'était que Lois et Clark, c'était fait avec Flash.
Flash qui était une série extrêmement chère en effets spéciaux, en décor, en production design, qui était quand même une série de qualité qui a duré qu'une seule saison parce que ça n'a pas marché. Mais c'était génial. Et alors que c'est un petit bijou, Flash. Oui, mais on était dans le même délire. Voilà. Si tu regardes, choper Flash en oui, DVD mais pour rien du tout. Il y a du fric dans kiffé. Flash. Il y avait quand même un beau travail sur les décors, les effets spéciaux. Les effets spéciaux étaient dingues. Danny Elfman à la musique quand même. Non, c'était magnifique. Et sauf que Lois et Clark, c'était une manière de dire ok, on n'a pas de fric pour faire des gros effets spéciaux, donc on prend l'angle romantique. C'est ça aussi l'objectif. Oui, mais moi ce que je dis, c'est qu'en termes de scénar, en termes de mise en scène, on était toujours dans un store de pastiche des années 30 et 50. Les mecs avec les chapeaux, les méchants, ils étaient totalement en couleur. T'as vu que quand tu leur disais à des acteurs qu'ils avaient joué dans un comics, ils arrivaient et disaient je suis un méchant. Et c'est exactement ce que je vois d'ailleurs avec la fille, la Smith, sur Gotham. Je me dis, mais non, je veux plus ça, je veux plus des gens comme ça. Il faut qu'elle meure dans le 5e épisode. Elle fait je suis une méchante. Et là, t'es là, tu fais tais-toi, tu veux plus. Et Romain dit stop. Je les appelais. D'accord. Non, mais tu vois, ça, c'est ça qui m'agace. Vraiment pas grand chose. Et que heureusement, on n'a plus trop dans les films. Tu vois, on n'a plus. Ouais, Loki, excuse-moi. Non, Loki, il joue. Non, je peux pas dire qu'il le joue de cette manière-là. Il est un peu à la shakespearienne, voilà, parce que. Il n'y a pas de surjeu. Kenneth Branagh l'a formé comme ça, je pense. Si, la dernière fois où j'ai vu du surjeu, c'était dans Green Lantern. Putain. Le méchant dans Green Lantern, c'était du surjeu. Là, t'es là, tu dis, oh, waouh, on retourne les années 90. T'es trop content, quoi. Non, mais c'est. Voilà, c'est intéressant. Même le caca. Réagissez. Un autre truc où un méchant, on faisait des caisses, là. Récemment, non. Ah, moi j'ai vu Batman le premier. Batman, le premier était encore un peu. Oh non, mais c'est parfait. Il fait des caisses parce que c'est le Joker. Oui, non, mais Burton, c'est une des sagas où il en fait des caisses. Et où ça marche quoi, mais parce que c'était Burton et parce que tous les décors grandiloquents, il faut avoir les personnages pour. Je dis pas qu'on peut pas faire ça, je dis juste que on est dans une autre période où on peut traiter les choses de manière un peu plus. Une période de modération. Voilà, ça. Non, on peut traiter de manière un peu plus sérieuse quoi. Moi, tu me dis, je vais faire un truc qui s'appelle Gotham, et je me dis, tu me fais High Street Blues, tu me fais un truc de vrai. Tu fais quoi Non, j'ai dit High Street Blues, je sais plus. C'était. Ah non, je veux dire NYPD Blue. Voilà, NYPD Blue. Mais je voulais pas le dire. Voilà. Et à la place, j'ai l'impression d'avoir les dessous de Palm Beach, tu vois. C'est ce que tu vas avoir à terme. Excellent, Jerry. Non, mais particulièrement quand je vois l'histoire d'amour entre Montoya et Barbara. Il y avait du sexe. Je dis, c'est les dessous de Palm Beach. Visuellement, tout ça, c'est regarde, ça va être le traitement. Il n'y avait pas de sexe dans les dessous de Palm Beach. Il y avait des papouilles. Arrow, tu regardes 5 épisodes où tu as des scènes d'action de folie. T'as quelque chose de génial, et puis après, Arrow devient limite une comédie romantique, quoi. C'est pas Los Angeles Heat, non plus. Ou Agence Acapulco. Je crois avoir caché Agence Acapulco. Ou comment ça s'appelle James Gordon. Avec les vélos, là, tu te rappelles pas Pacific Blue. Pacific Blue, putain. Oh là là. J'aime beaucoup cette série. Que sur les flics, sur les docks de Gotham. Les flics en mettaient plus sur les docks de Gotham. En vélo. C'est que du que c'était des vélos et un peu de cul. C'était le grand sujet. À l'époque, on aimait faire des séries télé. On a True Detective, on est parti vraiment. C'est la décadence, quoi. Voilà, on va peut-être vous donner votre avis sur ce fabuleux débat. Et puis nous, on va me donner nos coups de cœur et on va rentrer. C'est ça qu'on a toujours pas fini. Oui, mais des coups de cœur rapides, s'il vous plaît. Allons-y. Vas-y. American Horror Story, saison 4, super démarrage, vraiment gros redémarrage télé. Premier épisode, génial. Et puis vraiment encore Jessica Lange, toujours impressionnante. Sarah Paulson, génial aussi. Cette fois, cette année, c'est sur les freak shows. Donc on va avoir une ambiance freaks sûrement, inspirée de Todd Browning et tout ça. Ouais, c'est cool. Donc avec bien sûr d'autres histoires qui se greffent sur un récit principal, ça se passe toujours comme ça. T'as un démarrage méga oppressant encore, t'as un truc ultra malsain quoi. Ouais, très dopamien. Quelque chose de très insidieux, très pervers, très moi qui ai vu que la première saison, vous me conseillez la 2 et la 3 avant de regarder la 4? Non, je t'en fous, parce que comme c'est une anthologie... Est-ce que la 2 et la 3 valent le coup quand même? Pour moi la 3 est pas bonne. Ouais. Pour moi la 2 est intéressante, mais la 2 elle est c'est trop longue. masterpiece. Mais la 2 c'est mais la 2 est intéressante. Pour moi, c'est une série qui... Mais comme c'est des histoires séparées... Même la 3, qui est la saison la plus faible jusqu'à présent, ça vaut n'importe quel film d'horreur américain qui sort jusqu'à présent. C'est vraiment une série géniale. C'est vrai qu'en pas de graphique, c'est... Mais de toute façon, il faudrait... Il y a toujours James Bond dedans ou pas? Ouais. Il faudrait qu'on fasse un débat sur les séries d'horreur, à quel point ça a remplacé... Arrêtez avec ça a remplacé les séries d'horreur, ont remplacé aussi les films d'horreur récents, quoi. C'est-à-dire que The Strain, il y a beaucoup de séries d'horreur qui sont beaucoup plus pervers et bizarres que... The Strain qui est pas mal.
Et il y a beaucoup de choses en termes d'horreur, mais ça, c'est pas Mais non, un autre débat. Un American autre Horror débat. Story, Un autre débat. Voilà, ça c'est le coup de cœur, ce sera toujours le coup de cœur du mois d'octobre pour moi. Vas-y. Moi, c'est juste les cinémas Pathé et Gaumont qui font ce qu'ils appellent Il était une fois. En fait, ils remettent au cinéma pendant quelques séances des grands classiques. Et là, notamment, c'était de quoi? Non, je poserais. Je me posais la question s'il y avait un mec avec une grande barbe blanche qui te racontait l'histoire des films à ce moment-là. Ah, malheureusement, ouais, Ça aurait été formidable. c'est presque ça. Ah, merde. Parce qu'en fait, à chaque fois, t'as un journaliste qui te parle. Je me rappelle plus. C'est Philippe Rouillet. C'est Philippe Rouillet. Ah ouais, Et- génial. non, c'est horrible. Ah bon? Ah, j'aime bien ce mec. Voilà. Il travaille à Positif, je crois. C'est un truc de fou ce qu'il a. Mais c'est long et il parle. Et quand t'arrives, tu vas voir Taxi Driver. Et je vous parle de Taxi Driver en fait, parce que je l'ai vu au cinéma. C'est intéressant ce qu'il dit, sauf si tu sais déjà tout ce qu'il a dit. Tu connais déjà tout. Et du coup, tu passes au film, c'est super long parce qu'il parlait pendant au moins un quart d'heure, je crois. 10 minutes, Ouais, un quart d'heure, d'accord. c'est super long. Il y a après une petite vidéo sur Scorsese qui parlait. Oh, je remercie le cinéma Pathé et Gaumont. Voilà, dans son bureau chez lui avec une photo de sa fille, j'en sais rien. C'est n'importe quoi. Enfin bref, j'ai revu Taxi Driver au cinéma en péloche, donc 35, et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, je l'avais découvert qu'en DVD et j'ai trouvé ce film monstrueux au cinéma. Ça prend tout son sens, et en DVD je crois que je revendrai mon DVD pour plus le revoir là, être sûr de plus le revoir à la télé, parce que c'était magnifique quoi. Voilà, tout simplement. Mais Philippe Rouillet, il parle dans la salle ou c'est une vidéo? Non, c'est une Non, vidéo. non, c'est une d'accord. vidéo, Alors, bien sûr. C'est En une fait, vidéo. ils l'ont cloné. Ils sont dans toutes les salles de France. Non, alors par contre, pour ceux qui connaissent pas l'histoire voilà, de ces films-là, la suite, ça sera La vie est belle de Frank Capra, donc qui sera sûrement intéressant parce que moi je connais pas du tout l'histoire de ce film et j'ai jamais vu ce film en plus, donc j'ai hâte de voir ça. Film de Noël. Ouais, Oui. ouais, totalement. J'ai écouté Rouillet, puis il y avait des amis qui disaient putain, il va pas nous saouler le film, voilà, c'est bon, je comprends. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Ouais, voilà, oui, c'est c'est ça. un Phrasé comme ça. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est vraiment Le coup film, de, plutôt. le coup de cœur pour Taxi Driver qui reste un must. Et ça fait plaisir de revoir un film qui prend son temps. Il se passe pas énormément de choses, mais tu te balades dans New York, dans toutes les lumières de la ville, à travers le taxi, c'est sublime. Voilà. Comme quoi une ville peut être effectivement claire à la nuit. Oui, mais elle est quand même sombre. Tu Ah. vois, elle est pas pareille. C'est ce elle est pas mélange claire pareil, tu vois. ce mélange de lumière et de ténèbres qui fait Non, toute la mais oui, complexité de l'œuvre. mais évidemment, mais c'est. Ouais, voilà. ça reste très étonnant. Si on faisait Taxi Driver la série, je peux te dire que ça serait vachement plus clair. Ah, ouais, c'est vrai. Ça reste étonnant qu'un mec comme De Niro, même si c'était Scorsese, après Le Parrain 2, et Rouillet d'ailleurs l'expliquait très bien qu'il venait d'avoir l'Oscar du Parrain 2, fasse un film comme ça. Plutôt opaque, tu vois. Palme d'or à l'époque, hein. Ouais. Faut pas oublier. Non, génial. Et Paul Schrader au scénario. Au scénario, bien sûr. Et voilà. Et Francis au café. Non, je ne sais pas. La régie. La régie. Donc, moi, alors, mes coups de cœur. Alors, je sais pas, j'ai 2 coups de cœur. Donc, je vais très vite sur un. Ah, ça y est. C'est voilà. Il y a un film qui s'appelle Stretch qui est sorti en direct ou DVD aux États-Unis. C'est le nouveau film de Joe Carnahan. Oui. C'est hélas un direct ou tout DVD. Et c'est très triste parce que c'est vachement bien, mais un petit budget. C'est plus dans la veine de mise à prix, mais c'est très cool. Si vous aimez Joe Carnahan, essayez de voir ce film. Peut-être qu'il sortira. de John Carnahan. Peut-être qu'il sortira en France parce que c'est très fun. C'est très, très fun. Patrick Wilson. Avec Patrick Wilson. Et plein d'acteurs. Il y a plein de. Mais surtout, mon coup de cœur, c'est Boardwalk Empire, que je me suis refait récemment. J'avais pas vu cette série en fait. J'avais vu le premier épisode fait par Scorsese, j'avais vu le deuxième épisode. Puis à un moment, j'avais essayé de me les refaire et j'avais pas réussi. Je me disais. Saison, là Là, je suis à la 3e en fait, tout bêtement. Et j'avais du mal et j'avais essayé une fois et j'avais relancé en me disant c'est un peu chiant, etc. Ça m'avait pas marqué. Et récemment, je les ai rematés là, à l'occasion en me disant j'ai envie de me rejeter dessus et tout. Et je me suis fait la deuxième saison assez rapidement. Là, je suis à la 3e saison. Et effectivement, c'est une série de ouf en fait. Et j'en parle parce qu'effectivement, elle arrive à sa fin là cette année. Et donc, c'est une série qui est tournée en Super 35, les mecs. Donc, c'est du 35 mm. En termes de déco, toute la série, tu regardes toute la série. Toute la série. T'es sûr? Ouais, j'ai vérifié. J'ai vérifié, toute la série est tournée en 35 mm. En fait, on sait que c'est du film en série. Et je me dis que c'est impossible, après c'est une série comme ça, de réessayer de faire des films sur la prohibition, ou des séries télé d'ailleurs, après. Tellement ça va détaillé. au-delà. Et la réelle, elle Il y a est... une patte de film. Alors Scorsese n'a réalisé que les 2 premiers épisodes, mais la réelle de tous les épisodes est incroyable. Tu as des mises en scène qui est juste incroyable, et je prends un pied hallucinant. Notamment alors là sur les histoires mafieuses, ça n'a rien à voir. Là, on est dans un truc totalement vraiment développé. Alors c'est vrai que c'est une série qui est assez lente, mais t'es récompensé. Et surtout putain, mais je m'étais pas rendu compte à quel point cette série était impressionnante.
Et on a tendance un peu à l'oublier en disant ouais, parce qu'elle coûte très cher. Hein. C'est vraiment une série. Enfin, la déco est hallucinante, quoi. Enfin, je pense que les budgets d'un épisode doivent être un budget de film, quoi. Tu sais, là où il y a tous les magasins là, sur le quai, Ouais. ça doit être un ça, studio, quelque chose d'immense. Puis c'est pas que ça en plus, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, ils ont des nouveaux trucs, quoi. Ouais, il y a puis même les petites habitations à chaque fois. Le héros là, le blondinet, il est dans chez lui. Enfin, je sais pas, tout a l'air authentique. C'est vraiment incroyable. T'as pas cette impression de studio. Qui a produit ça? C'est Scorsese et Terence Winter qui est le showrunner. Et Terence Winter, c'est qui était scénariste sur Loup de Wall Street. De Loup de Wall Street, c'est lui qui a scénarisé. Et il a travaillé sur Les Sopranos avant. Donc c'est vraiment le digne héritier des Sopranos. Voilà. Il était une fois en Amérique et tous les films sur la prohibition. Si tu veux, c'est-à-dire que c'est du cinéma, quoi. Pour moi, c'est je veux dire, je peux pas essayer de faire un film de mafieux après ça. C'est tellement la série ultime que tu... Et donc, puis c'est à l'époque où ils avaient encore les costards, tout ça, donc c'est toujours visuellement très classe. Quoi. Et puis le jeu... Et puis oui, puis en plus il joue, alors moi je suis à la 3e saison, donc il y a certains personnages qui sont plus là, il y en a encore qui sont... Je sais pas si tu t'es arrêté à quoi. Je me suis arrêté au début de la 2e saison, donc... Putain, la deuxième est ouf. Il faut que je regarde. La deuxième est ouf. Et en plus, alors à chaque épisode, c'est très lent, et puis d'un coup t'as une scène de meurtre ou de combat ou de fight ultra violente à la Scorsese, qui peuvent d'un coup devenir très gore et tout. À chaque fois, tu vois ces scènes, tu fais ok, d'accord. Et en même temps, comme c'est une série, ça développe d'autres particularités que tu n'as jamais vues sur des choses que tu n'avais pas vues sur cette époque-là, parce qu'en film, on n'avait pas le temps d'en parler. Donc c'est vraiment une série, moi, qui m'hallucine, quoi, en fait. Et je l'avais totalement loupé, quoi. Et je l'avais même dénigré aussi. C'est une série où tu peux faire le parallèle avec les grandes entreprises, parce qu'on ne suit pas, tu sais, un maire ou un gangster pur et dur, on suit un trésorier, donc tu sais, l'administrateur financier de la ville, quoi. Mais corrompu, mais... oui, très corrompu. Jusqu'à l'os, quoi. Mais en fait, et l'histoire, c'est un peu comment il va devenir gangster, en fait. Parce qu'il devient un gangster au fur et à mesure, de plus en plus. À la fin, ça va devenir un chef. Et comment c'est lui qui tient tout, en fait. Que ce soit ses supérieurs hiérarchiques, officiels, et tout le reste de la ville. C'est incroyable. Non, c'est une énorme série. En tout cas, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir... Non, c'est une très bonne série. Un peu comme Philippe Rouillet, voilà, avec la barbe. C'est une très bonne série, hein. C'est une très bonne imitation de Philippe Rouillet. Empire, n'est-ce pas? Tiens, d'ailleurs, Rouillet disait une bonne anecdote, c'est que il y avait, tu sais, il avait fait le taxi de Niro pendant un mois, voilà, ce matin. Peut-être avoir les réflexes, je sais pas comment, j'en sais rien. Et apparemment, il y a une personne qui est venue derrière, qui l'a reconnu et qui lui a dit: ah, mais je savais pas que les gens qui avaient un Oscar devaient quand même arrondir en fin de mois. C'était assez sympa. Non. C'est vrai, voilà. C'est une bonne anecdote. Je sais. Et Rouillet devait la raconter beaucoup moins bien que toi. Ah, mais je l'ai eu à côté de moi une fois, lui, en pour de presse. Oui, moi aussi. Aux toilettes, des fois, je les croise. Non, mais oui, des fois, on se croise. Vous êtes d'accord. Ouais, un jour, j'ai fait pipi après Michel Denisot. Putain. Ouais, et il avait tiré la chasse. C'est dingue. J'étais halluciné. Tu sais, on a une vie palpitante des fois. Une fois, on est même sorti d'une projection de presse, on avait vu Alexandre Aja. À la fois, on a vu Nikos, on était 3 dans la salle, et il y a Nikos qui arrive, le truc que tu t'attends pas dans ta vie. Il faudrait faire on va vous faire une nouvelle émission dans les projections de presse. Souvenir de projet de presse. Alors je me souviens, quand j'ai vu Captain America, derrière moi j'avais Anne-Marie Vin et Clovis Cornillac. Mais Nikos, c'était drôle parce que tu t'attends pas quand tu vas voir le chapeauté, parce que c'était le chapeauté, on est 3 dans la salle avec nos lunettes à la con, on attend comme des cons, et là on voit Nikos qui rentre comme ça, il fait bonjour, et puis il se barre. Je vais mettre en imitation. Et à la fin, il s'est barré, il a fait bonne journée les messieurs. Et il s'est barré, on s'est dit putain, Nikos avec le chapeauté. C'était drôle, parce qu'on s'y attend pas. Voilà, on a une vie palpitante. C'est la classe grecque. C'est ça, on a une vie palpitante. Et bon voilà, en tout cas, voilà, merci de nous avoir écoutés avec nos délires si vous avez tenu jusqu'à la fin. Nous on se retrouve très prochainement pour une spéciale David Fincher qui j'espère sera très bien, une Fincher, une petite Fincherette. Oh, joli. Voilà, allez, à bientôt. Salut. Ciao.